Et on recommence. Salut à tous, on se retrouve en live aujourd'hui pour l'actu du jour. On est le 4 mars 2026 et on se retrouve une nouvelle fois pour discuter football comme tous les matins. Aujourd'hui, je suis à l'heure 10h02. On peut dire que je suis à l'heure. Ça commence déjà sur les cadeaux. Merci à Lisa Marie qui est déjà présente sur le live. Bienvenue, ma fidèle, fan, abonnée, contributrice. Bref, en tout cas, je suis très content de démarrer ce live une nouvelle fois aujourd'hui avec vous, les amis. Euh, Juste petit souci sur le live Twitch, hein, la caméra est un peu dégueulasse, je suis vraiment désolé. J'essaye juste de régler ça et on peut lancer. Voilà, normalement c'est pas trop moche. Encore des problèmes techniques, hein, je maîtrise pas totalement tous les logiciels. Mais bref, donc je suis très heureux de vous retrouver en live pour parler de l'actu du jour. Donc merci une nouvelle fois, hein, pour le cœur sur toi, je sais même pas si je l'ai dit. Bref, on va, comme tous les matins, discuter de l'actu football. On va revenir sur les matchs de hier soir, les matchs de Première Ligue, hein, où on a eu des surprises avec la défaite de Liverpool contre Wolverhampton. On avait aussi, qu'est-ce qu'on avait aussi? Un peu de FA Cup, la Coupe du Roi, où le Barça a failli créer l'exploit. Je l'avais dit, hein, le Barça allait gagner, mais je pense pas qu'ils allaient renverser le match, hein, c'est pas passé loin. La victoire de Strasbourg en Coupe de France contre le Stade de Reims et la Coupe d'Italie entre Com et l'Inter où il y a eu un bon gros 0-0. On va parler des matchs de ce soir aussi. Il y a un match de Bundesliga entre Hambourg et Leverkusen de la Première Ligue avec le Newcastle Manchester United. Si notre ami de Nottingham Forest est bien là, euh, ben, on pourra parler de son équipe et de son match contre Manchester City. Désolé, il y avait des trucs qui sont. Je sais pas ce que c'était exactement. Bref, Manchester City contre Nottingham, un match de Liga, bon ça sera le Rayo Vallecano contre Oviedo, donc on va pas forcément s'attarder longtemps dessus. La Coupe du Roi avec l'autre demi-finale entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, le match retour, on en discutera. La Coupe d'Italie entre la Lazio et l'Atalanta, l'autre demi-finale, et la Coupe de France avec Marseille-Toulouse. On pourra en parler, hein. Je sais qu'on a de nombreux fans de l'Olympique de Marseille dans ce live, mais aussi le Lorient-Nice, hein. Alors pour ceux qui étaient réveillés tôt ce matin avant ce live, vous avez pu voir le nouveau petit short, hein, la nouvelle petite vidéo sur la conférence de presse de Claude Puel et de Charles Van Hout juste avant ce match, hein. Claude Puel est revenu sur l'arbitrage. On a parlé aussi de plein d'autres choses, hein. Vous pouvez aller voir les rediffusions normalement sur le site de l'OGC Nice. Euh, ou sur les articles qui sont dédiés. Donc voilà le petit short, hein. Donc n'hésitez pas à liker, à republier, à, euh, à le partager tout simplement, hein, et n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur ces petites vidéos. Donc voilà, je pense que on va pouvoir lancer tranquillement ce live. Je le rappelle, hein, on est en live sur Twitch, sur TikTok, donc sur Twitch, hein, at, enfin, @trickfr1, sur TikTok, @trickfr. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment. euh, la chaîne YouTube @trickfr, mais aussi tous les réseaux sociaux, que ça soit TikTok, Instagram, X, Facebook, Snapchat, ou encore Fred Fred, le compte X de je cherche mes mots, d'Instagram, voilà. J'ai peut-être oublié de mettre mon petit post sur X, donc on va le faire, et après on part directement. On est en live pour l'actu du jour sur Twitch. En tout cas, je vois que la barre de like est montée directement ce matin. On est déjà à plus de 1000 likes alors que ça fait que 6 minutes qu'on a commencé. Merci énormément. J'imagine que c'est ma chère Lisa Marie qui fait monter les likes. Donc merci énormément euh, pour tout ça. Hop. Et TikTok. On attend, hein, peut-être qu'il y a deux trois personnes qui peuvent arriver inopinément, hein, sur ce live. Donc, elles vont arriver petit à petit. On l'espère, comme ça on sera toujours de plus en plus pour discuter football comme tous les matins. Hop là.
Voilà, c'est le direct hein, sur Twitch, hein, vous voyez exactement ce qui se passe. On fait notre petit post et on va pouvoir, lancer la revue de presse aussi. On a pas mal de choses, hein, dans la revue de presse, concernant Rodrigo, concernant, les équipes de Ligue 1, les équipes qui jouent en Coupe de France, l'OGC Nice aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a l'équipe de France féminine aussi. J'ai totalement oublié de vous le teaser, mais on a aussi l'équipe de France féminine qui a remporté son match contre l'Irlande pour les qualifications à la Coupe du monde. 2027 hein, qui se déroulera au Brésil, mais on va y revenir dessus. On démarre, hein. On démarre. Aussi dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez discuter de certains sujets. N'hésitez pas. En tout cas, merci énormément pour les likes, hein. Ça monte, ça monte, ça monte énormément. Déjà 1400 likes. Donc merci beaucoup. On peut démarrer déjà directement avec le match de FA Cup, comme ça sera effacé directement. Port Vale contre Bristol, donc c'était le match de 16e de finale de FA Cup. C'est allé jusqu'aux prolongations pour ces deux équipes. Et donc c'est Port Vale qui en est sorti et qui affrontera en 8e de finale de FA Cup Sunderland. Donc voilà, juste pour le tableau de cette FA Cup, les 8e de finale. Comme ça, on vous les rappelle. Et on passera directement aux autres matchs beaucoup plus intéressants. Donc on aura Fulham Southampton, Newcastle Manchester City, West Ham Brentford, Mansfield Arsenal, les Wolves contre Liverpool. Donc ça sera une revanche du match de hier soir. On va revenir dessus hein, sur le match entre les Wolves et, et, euh, et, euh, et Liverpool. Pardon. Port Vale Sunderland du coup. Et Wrexham Chelsea. Et le dernier c'est Leeds Norwich. Voilà pour ce match de FA Cup. On va pas aller plus loin. On connaît pas les joueurs. On connaît pas les équipes. Donc on va pas faire semblant non plus. Sur quoi on va? La Coupe d'Italie aussi, la Coupe d'Italie entre Com et l'Inter, là aussi, on s'attendait peut-être à un match un peu plus joyeux, voire plus de choses sur ce match en tout cas, entre Com et l'Inter. On avait fait l'éloge hein, de Cesc Fabregas hier, on disait que l'Inter aussi c'est une bonne équipe en Italie, pas forcément en Ligue des Champions. Mais bref, ce match, il s'était strictement rien passé. Même pas un petit carton jaune à se mettre sous la dent, rien du tout. Honnêtement, on va regarder rapidement les compos. Donc on avait bien Maxence Cacré titulaire, Sergi Roberto, Dacunia au milieu de terrain, Perron côté com avec Nico Paz devant, pas de Douvikas qui est rentré en cours de match. Diego Carlos aussi, l'ancien du FC Nantes hein, qui était titulaire en défense centrale, Butez, le gardien français au cage. Côté Inter, donc c'était le 3-5-2. Donc finalement, ça, on a fait tourner du côté de Christian Kivou avec le gardien Martinez. Alors Martinez, je ne sais pas. Je ne connais pas le gardien, hein, c'est un gardien espagnol. Est-ce que c'est Javier Josep Martinez. Donc voilà, gardien espagnol qui a joué du côté de l'Inter. On le répète, hein, oui, on le répète. C'est un match aller, hein, il y aura un match retour d'ici une semaine ou deux pour cette demi-finale de Coupe d'Italie. En défense, on avait Bissek, Acerbi, Bastoni. Donc ça a fait tourner, hein, ça a fait tourner côté Christian Kivou, hein, Acerbi, pas forcément le titulaire habituel. Même sur les côtés Darmian, j'avais oublié Darmian hier quand on en parlait. Fratesi au milieu de terrain, Çalhanoğlu, ça par contre je l'avais annoncé. Sucic à leur côté, Carlos Augusto à gauche. Et devant, donc c'était Pure Esposito et j'allais dire Yevan Diouf, pas du tout, Andy Diouf, hein, l'ancien du RC Lens qui était titulaire en attaque. Alors Marcus Thuram était sur le banc. Anjuan Boni était blessé en fait, était blessé donc il n'a pas joué. Lautaro Martinez est toujours blessé. Pas de Isaka Kamate. Voilà, rien à dire de plus. Luis Enrique qui est rentré. Honnêtement, hein, pas, on va aller sur les stats. Simplement 0,07 côté Inter. En XG 1,02 côté Com. Il s'est pas passé grand chose. Possession, pareil. 3 tirs, 0 cadré côté Inter. 5 tirs, 1 cadré. Bon, on va pas s'attarder plus longtemps sur ce match. On va rester poli sur un match assez exécrable. Même pas un carton de jaune, on l'a dit. Que des changements. Donc 0-0 pour ce match de Coupe d'Italie. On va aller sur le match de Coupe de France, hein, vu que c'était pas forcément le plus intéressant. Et après, on parlera du Barça et évidemment des matchs de Première Ligue. Qu'est-ce que l'on avait? Donc Strasbourg qui s'est imposé 2-1, on l'avait dit, contre le Stade de Reims. Stade de Reims, hein, c'est un peu une équipe pas forcément intéressante à voir en Ligue 2. Hein, il reste sur 4 matchs nuls en, en Ligue 2. Là, ils ont marqué un petit but sur ce match. Au niveau des compos, donc on avait Mike Penders titulaire hein, dans les cages de Strasbourg, hein, pas forcément de turnover au niveau des gardiens
Pour Gary O'Neill, Doucouré, Augsberg. Augsberg, on l'avait annoncé titulaire hier. Chilwell à gauche, Guéladoué à droite. Valentine Barco, Ouattara qui était bien titulaire. Nanasi aussi, on en avait parlé. Martial Godot à gauche, Joaquin Panichili. Et Yacine. Alors Yacine, on l'avait pas forcément cité. Mais donc j'ai pas forcément vu aussi la rediffusion hier du match, j'ai pas forcément vu le match. Mais Jessim Yacine qui était bien titulaire, donc international, enfin un jeune Marocain. Je sais pas s'il joue avec les jeunes. Mais en tout cas, c'est lui qui aurait fait un très bon match, d'après ce que j'ai compris sur l'équipe. On va peut-être se mettre l'article bah, juste après, comme ça on pourra en parler. Donc Enciso est rentré, Amo Emeyo aussi, Datro Fofana, la recrue hivernale, est rentré, Junior Manga et El Mourabe. Côté Stade de Reims, bon, pour ceux qui se souviennent un peu de l'équipe du Stade de Reims de l'année dernière, bon, Nicolas Palois les a rejoints cet été, il me semble. Et après, au niveau des joueurs, on aura toujours nos Japonais, hein, Nakamura, euh, Sekine. Et après, honnêtement, vu que je suis pas forcément la Ligue 2, je ne saurais pas vous dire qui est un joueur à suivre côté, côté Stade de Reims. Après, si vous les avez dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Mais ça a été une victoire plutôt logique, on va dire, de Strasbourg. Vous le voyez sur les stats, hein, sur Twitch. 23 tirs, 9 cadrés. Côté Strasbourg, hein, on voit la domination dans les stats pour l'équipe de Gary O'Neill. 2 arrêts de Pender, 7 arrêts de la part du gardien du Stade de Reims, donc Oliero. Donc voilà, victoire logique. But de Panicelli sur penalty à la 83e minute. But de Enciso à la 87e. Donc victoire de Strasbourg. Peut-être qu'on peut... je crois qu'il y a eu une blessure aussi hier de... alors c'est pas hier, c'est sur le match d'avant de Diego Moreira. Faut que je retrouve mon article. Voilà, Diego Moreira absent un mois avec Strasbourg à cause d'une entorse. Victime d'une entorse, l'ailier strasbourgeois Diego Moreira sera absent un mois. Une sacrée tuile pour le RCSA. Donc c'est un article de Cyril Olives Berthet. Coup dur pour Strasbourg, comme annoncé, le média direct Strasbourg, Diego Moreira s'est sérieusement blessé. Selon nos informations, l'ailier belge a été victime d'une entorse. Il sera absent un mois avec le club alsacien. Une sacrée tuile pour Gary O'Neill qui devra composer. Sans l'un de ses joueurs les plus en forme depuis son arrivée, l'international belge va rater quelques rendez-vous importants pour le Racing, encore en cours sur 3 tableaux. Du coup, avec cette victoire. Et sur Jessim Yacine, le joueur de Strasbourg. Donc là, c'est un article de Laurent Grandcola. Après la victoire dans l'Olympico et le regain de forme, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, Jessim Yacine. La lumière est surtout venue de lui. Jessim Yacine, le renfort hivernal qui a aidé Strasbourg à se hisser en demi-finale de la Coupe de France. Arrivé au mercato hivernal, l'attaquant du RC Strasbourg, Jessim Yacine, n'est pas passé inaperçu mardi soir, participant grandement à la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe de France aux dépens de Reims. Si le Racing ajoute en mai si le Racing ajoute en mai une quatrième Coupe de France à son palmarès, on ne se souviendra certainement pas de ce quart de finale de Coupe de France au cours duquel les Alsaciens ont eu toutes les peines du monde à s'en sortir face à Reims mardi. Pendant plus de 80 minutes, ils auront buté le plus souvent par maladresse ou par manque d'idées sur une équipe champenoise venue défendre plutôt bien et espérer un coup du destin. Grâce aux 2 pénaltys transformés par Joaquin Panicelli et Giulio Enciso, Strasbourg n'est plus qu'à une rencontre d'une finale au Stade de France ou ailleurs, un niveau de la compétition qu'il n'a plus connu depuis 2001 et sa victoire sur Amiens. Ce serait aussi pour marquer l'occasion d'une petite revanche en cas de succès, lui qui était sorti frustré comme joueur sous les couleurs du Racing de la défaite face au PSG en 1995. En tout cas, pour toutes ces échéances à venir, Strasbourg s'est peut-être retrouvé une nouvelle arme et le stade de l'Améno un nouveau chouchou. Mardi soir, Jessim Yacine a illuminé une rencontre au cours de laquelle bon nombre de ses coéquipiers ont paru ternes. On pense à Sébastien Nanasi, censé se relancer et qui a manqué de justesse sur une tête et 2 frappes dans la surface rémoise au-dessus. Mais face à la défense de fer adverse, la jeunesse et l'activité incessante de Yacine, 20 ans, ne sont pas passés inaperçus. Il aura été quasiment dans tous les bons coups, avec des centres dangereux, des dribbles et une conduite de balle insolente. C'est lui que Nicolas Palois a plaqué pour un coup franc suivi d'un corner qui a amené la faute de main de John Patrick sur le premier penalty. C'est encore lui qui a lancé Datro Fofana à l'origine du second penalty. Donc en fait, il a l'origine sur les 2 penaltys hein, pour Jessim Yacine. Donc c'est pour ça qu'il a été considéré comme un des hommes de ce match. Arrivé cet hiver, le natif de Salon de Provence avait déjà impressionné en 32e de finale, ici même à la Méno sous les couleurs de Dunkerque.
où les Strasbourgeois avaient déjà eu tant de mal à se qualifier. L'attaquant a montré qu'il mériterait peut-être plus que les 31, que les 31 petites minutes dont il a bénéficié jusqu'à présent en Ligue 1. Pour Jessim, jouer du même côté que Guéladoué a pu aider face à ce bloc bas. Il arrive à faire des différences. J'étais impatient de le voir, de voir ce qu'il pourrait apporter. Je n'ai pas été déçu, convenait son entraîneur Gary O'Neill. Avec sa tête de bamba à son large sourire, Yacine respirait la fraîcheur au micro de Beansport en parlant du penalty qui ne lui a pas été accordé. Qui ne lui a pas été accordé à la 35e minute. Qu'il siffle ou non, j'allais tomber parce que j'ai été déséquilibré. Franchement, il m'a attrapé, je ne vais pas vous mentir. J'ai dit à l'arbitre, ne me mettez pas rouge s'il vous plaît avant d'apprécier. Mon travail est récompensé, on verra si j'ai gagné des points. Mais j'aime jouer mon jeu avec insouciance, prendre du plaisir. Toute la méno en a pris et il n'y était pas pour rien. Donc voilà pour ce match de Strasbourg, hein. Juste, on va aller checker. Du coup, ses stats, hein, sur ce match. Donc, c'est juste là. Yacine, donc bien titulaire à droite. Donc, un tir au total. Un tir au total cadré, hein, c'est un tir dans la surface, 5 touches dans la surface adverse, 6 sur 9 au dribble réussi. Ça, c'est plutôt pas mal, 77 ballons touchés, 4 fautes subies, 39 sur 45 en passes réussies, 15 sur 20 pour les passes réussies dans le dernier tiers, 3 sur 3 aux longues passes réussies, 2 sur 3 au centre. 23 duels, c'est énorme. Et il a remporté 14 duels sur ses 23 au sol. Et il a réussi 4 tacles. Donc ouais, très bon match, hein, pour ce jeune joueur. Donc on verra, est-ce qu'il aura plus de temps de jeu en Ligue 1, hein. C'est vrai qu'on l'a pas forcément souvent vu en Ligue 1. Jessim Yacine, donc à voir si il sera titulaire lors des prochains matchs avec son équipe de Strasbourg. En tout cas, je vois qu'on a 4000 likes quasiment. Merci énormément, hein, très tôt dans ce live. On peut continuer, donc ça fait extrêmement plaisir. Merci pour tout. Donc voilà, victoire de Strasbourg dans cette Coupe de France qui est qualifiée en demi-finale. On va aller sur les matchs de Première Ligue. On disait hier que c'était pas forcément les matchs les plus intéressants de Première Ligue que l'on ait vu. On a parlé du Bournemouth-Brentford. Au final, ça a été un match nul 0-0. Bournemouth qui est quand même sur 9 matchs sans défaite en Première Ligue. Brentford, on disait, une équipe intéressante avec le buteur Igor Thiago, qui est le deuxième meilleur buteur de Première Ligue, mais ça a été un match 0-0. Franchement, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. On va juste checker si nos Français ont joué. Adrien Truffert était bien titulaire à gauche. Bafodé Diakité était sur le banc, il n'est pas rentré. Eli Junior Croupier est rentré à la 74e minute, il n'a pas fait la différence. Et c'est à peu près tout. Donc voilà pour ce match entre Brentford et Bournemouth. Donc match nul 0-0. Everton l'a emporté 2-0 contre Burnley avec un but de Tarkowski, le capitaine, hein, le défenseur central. Et Dewsbury Hall, victoire 2-0. Leeds Sunderland, victoire de Sunderland à l'extérieur, hein, contre cette équipe de Leeds avec un penalty de Habib Diarra, l'ancien Strasbourgeois, il me semble, qui a marqué lors de ce match. Oui, lors de ce match, donc voilà, Enzo Lefebvre était titulaire, hein, installé dans cette équipe de Sunderland, entraîné par Régis Lebris, hein, on le rappelle. Wilson Isidore est rentré à la 55e minute. Là aussi, l'attaquant français n'a pas forcément fait de différence. Et voilà, Nordi Mukele qui était blessé avec Sunderland, mais c'est une victoire. On va aller sur le match entre Wolverhampton et Liverpool, hein. C'était le match qui nous intéressait le plus. On en parlait hier et ça a été une victoire de Wolverhampton, assez étonnant quand même, cette victoire des Wolves. Donc au niveau juste des compos, c'était bien la compo annoncée, hein, il n'y a pas eu de changement, hein. Donc côté Liverpool, avec Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberg, McAllister, Mohamed Salah, Szoboszlai, Cody Gakpo et Hugo Ekitike. Côté Liverpool, hein, évidemment, et avec Arne Slot. Mais ça a été une défaite pour Liverpool, alors que la domination est totale. Vous le voyez sur les stats, hein, pour ceux qui sont sur Twitch. 19 tirs, 7 cadrés, 66% de possession, 4 grosses occasions, pardon, alors qu'il n'y a eu que seulement 4 tirs, 3 cadrés de la part des Wolves. Mais c'est une victoire, un seul arrêt de la part d'Alisson, 5 arrêts pour
pour José Sa, le gardien de Wolverhampton, pardon. Donc voilà, le match s'était canté plutôt vers la fin du match avec Gomez qui marque, donc pas Angel Gomez, hein, c'est bien Rodrigo Gomez, le portugais, qui marque à la 78e minute sur une passe décisive de Haro Kodare. Mohamed Salah est venu égaliser à la 83e minute et à la fin c'est André, le Brésilien, qui marque sur une passe décisive de Tchatchoua à la 90e plus 4, qui donne une nouvelle victoire pour les Wolves. Donc les Wolves qui enchaînent hein, sur les victoires sur le top 5. Hein. Après la victoire contre Aston Villa ce week-end, c'est une victoire contre Liverpool. Ce qui arrange les affaires de Chelsea. Chelsea, s'ils gagnent ce soir, ils pourront reprendre cette 5e place, mais ça donne de l'avance en cas de victoire pour Aston Villa ou Manchester United. Donc on le voit juste là, Liverpool est 5e, 48 points. Sur les équipes qui ont joué, donc hier soir, Brentford est 7e avec 44 points, Everton 8e, 43 points, Bournemouth 40 points, 9e, qu'est-ce qu'on avait Sunderland 11e avec 40 points, Leeds 15e avec 31 points et cette nouvelle défaite. Et enfin Burnley 19e avec 19 points. Et les Wolves qui remontent, hein, donc on l'a dit, 2 victoires d'affilée. 3e victoire de la saison pour les Wolves. Toujours dernier par contre de cette première ligue avec 16 points. Mais déjà qui peut aller accrocher cette possible 19e place ce week-end. Voilà. Donc pour les matchs de hier soir, non, on va pas passer. On avait les féminines qui jouaient, l'équipe de France féminine. Donc on va aller checker ce match hein, parce qu'on va en parler juste après. Je regarde. Non, il y avait le Barça aussi. Je vais un peu trop vite. Donc oui, sur le match de hier soir avec l'équipe de France féminine, voilà, juste là, qui jouait contre l'Irlande. Alors, dans quel stade? Au Tallaght Stadium à Dublin. Donc, les féminines qui se sont imposées hein, pour les qualifications à la Coupe du Monde 2027. On le rappelle, hein, la Coupe du Monde qui aura lieu au Brésil. Donc, au niveau des Françaises, la composition de Laurent Bonadei. Bon, pour le coup, hein, les joueuses irlandaises, je ne connais pas du tout. Peut-être qu'il y a des joueuses qui sont très connues, mais là, pour le coup, ma connaissance sur le football féminin n'est pas encore assez élevée. Mais au niveau des Françaises, par contre, la gardienne Pico était dans les cages, on le rappelle, hein, Pauline Perromagnin est actuellement blessée. On avait la parisienne De Almeida qui était bien titulaire à droite. Samoura Lacrar, la défense centrale. Euh, Plutôt du classique Moroni à gauche qui a fait un très bon match. On voit une note de 8,4. Grace Gayoro au milieu de terrain avec Aurélien Jean-François et Sakina Karchaoui. Alors là, c'est plutôt un milieu de terrain classique du côté de cette équipe de France. Et en attaque, on avait plutôt Clara Matteo, titulaire devant avec Kadidiatou Gianni à droite et Sandy Baltimore à gauche. Moi, je le répète, j'aime beaucoup hein, Sandy Baltimore. Une espèce d'ailière virevoltante, hein, assez bas sur ses appuis, capable de pas mal dribbler, assez technique. Mais la joueuse du match, c'est l'entrante, hein, la joueuse de Manchester United, Melvin Mallard, qui est rentrée à la 71e minute à la place de... Alors son prénom, j'ai plus. Moroni, c'est Pierrine. Non, Perle Moroni. Voilà, pardon. Melvin Mallard, donc la joueuse de Manchester United, qui fait une très très bonne saison cette année. Avec son équipe de Manchester, qui est rentré et qui met un doublé pour donner la victoire à l'équipe de France. La joueuse de Manchester, donc on le voit là, 71e minute. Donc les Françaises étaient menées hein, par McCabe à la 12e minute et Melvin Mallard qui rentre à la 71e, qui marque sur une passe décisive de Sandy Baltimore. Et qui marque son doublé à la 79e minute. Donc on va retrouver notre petit article qu'on voulait lire sur l'équipe de France féminine. Voilà, juste là. Bousculées mais gagnantes, les Bleus ne se sont pas offert une balade de balade irlandaise, mais rentrant avec 3 points qui lancent idéalement leur qualification pour la Coupe du Monde 2027. Menés dès la 12e minute, les Bleus ont renversé l'Irlande pour lancer leur campagne de qualification par un succès étriqué mais précieux 4 jours avant de retrouver la Pologne à Dijon. Donc un nouvel article de Siani Dalma, hein, celle qui suit l'équipe de France féminine pour l'équipe.
Remplaçante au coup d'envoi, Marie-Antoinette Katoto aussi, hein, qui était sur le banc, on l'a pas rappelé, et qui est plutôt la titulaire habituelle en équipe de France. N'affichez pas une mine réjouie durant l'échauffement d'avant-match mardi soir dans la fraîcheur du Tallard Stadium, ni même une volonté débordante d'exécuter les exercices sous les ordres de Sabrina Viguier, l'adjointe de Laurent Bonadei. Pourtant, 2 heures plus tard, c'est bien elle qui a permis à l'équipe de France de repartir avec la victoire en détournant de la tête sur sa ligne de but un ultime tir de Denise O'Sullivan dans le temps additionnel. C'est incroyable, soufflait Melvin Mallard, l'autre héroïne de la soirée quelques minutes après le coup de sifflet final. Je voulais la soulever, mais il y avait encore un corner. Elle a bien réagi quand je lui ai expliqué qu'elle serait sur le banc et que Clara Matteo méritait qu'on soit dans une continuité par rapport à ce qu'elle avait fait en Suède. On le rappelle, c'était un match nul, 2 buts partout. Souligné ensuite Laurent Bonadei, Marie a fait une très bonne entrée et ce sauvetage, ça équivaut à un but. Pourtant, c'est une attaquante, hein, une numéro 9. Grâce à l'arrêt de Katoto, combiné au doublé de Mallard, les Bleus sont donc repartis de Dublin avec un succès qui lance idéalement, au moins sur un plan comptable, leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2027. Mais le chemin vers le Brésil est encore très long et Sakina Karchaoui et ses coéquipières en ont vu des vertes et des pas mûres face à des Girls in Green qui n'avaient aucune envie de leur faire profiter de l'hospitalité irlandaise. Les Bleus ont su ne pas réagir aux provocations adverses. Les Françaises ont même été cueillies à froid en concédant l'ouverture du score dès la 12e minute après une combinaison parfaite du duo Emily Murphy-Cathy McCabe qui a mis au supplice le côté droit français. C'est une équipe qui est très habile avec Murphy, McCabe et O'Sullivan, a reconnu Bonadei. Elles ont quand même des joueuses de très haut niveau. On a été en début de match un petit peu timide défensivement. On aurait pu faire preuve d'un peu plus d'agressivité avec dans les impacts, pardon. Et c'est ce qu'on a fait en seconde période. On a commencé à résister au choc. Les Bleus ont aussi la bonne idée d'éviter de tomber dans les provocations des Irlandaises qui ont multiplié les coups et les poussettes pour tenter de les faire sortir de leur gond. Comme à la 40e minute où on a frôlé le début d'une altercation alors que l'arbitre Tess Olofsson a beaucoup laissé jouer. À la mi-temps, je leur ai dit de surtout rester concentrés sur l'objectif, précisait Bonadei. Je savais qu'ils allaient tout faire pour essayer de nous faire déjouer, de nous faire craquer. Les Françaises ont gardé leur nerf et l'entrée de Katoto à la place de Matteo dès la reprise les a aidés à trouver de la verticalité et plus d'impact physique à défaut de la précision. 13 tirs, 2 cadrés. Alors que la Pologne a accroché les Pays-Bas un peu plus tôt, les Bleus sont seuls en tête de leur groupe après cette première journée avant de recevoir les coéquipières d'Eva Pajor samedi à Dijon. Pour éviter les mauvaises surprises, les Françaises seraient inspirées de redevenir imperméables puisqu'elles ont encaissé au moins un but pour la 10e fois d'affilée. Quand on prend un but, on se rend la tâche difficile, alors que si on arrive à rester avec un clean sheet, on aura beaucoup de chances de gagner les matchs car on aura des occasions, a admis Bonadei. Sur les 5 dernières minutes, on a su résister et tenir, ça veut dire que l'équipe progresse. Elles ont montré beaucoup de solidarité, d'abnégation et aussi qu'elles pouvaient avoir un fighting spirit. Reste à l'espérer qu'elles ne laisseront pas en Irlande et qu'elles l'amèneront jusqu'en Bourgogne. Donc voilà pour cette équipe de France féminine qui jouait hier soir. On le rappelle, les Françaises, quand même, elles jouent, pour ceux qui suivent l'équipe de France féminine, elles jouent le 7. Donc le 7, ça sera samedi. Voilà, samedi à 21h10 donc en France, en Bourgogne, mais contre la Pologne pour ses qualifications à la Coupe du Monde 2027. On le répète. Donc c'était le premier match, on le rappelle, dans leur poule. Elles ont donc l'Irlande, la Pologne, les Pays-Bas, la Pologne, l'Irlande, la Pologne et les Pays-Bas pour se qualifier pour cette prochaine Coupe du Monde. Voilà. Euh, donc on est bon pour les matchs de hier soir. Non, pas du tout. J'oublie une nouvelle fois le Barça. Oui, c'était le match dont on voulait parler. Le Barça, on le rappelle, demi-finale de Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. Le match aller s'était conclu par une victoire sec, 4 buts à 0 de l'Atlético au Wanda Metropolitano Stadium. Euh, on l'avait annoncé un peu hier que le Barça ne ferait pas la remontada, mais c'est pas passé loin tout de même. Hier soir, ça a été une victoire 3 buts à 0 au Camp Nou pour les Blaugrana. Mais l'Atlético s'en est sorti et jouera cette finale de Coupe du Roi ou contre la Sociedad ou contre l'Athletic Bilbao. Au niveau des compos, quand même, on avait donc 4-2-3-1, 4-3-3 de Hansi Flick, hein, vous le connaissez. Juan Garcia dans les cages, donc pas de turnover au niveau des gardiens.
Je sais même pas s'il y avait ouais, il y avait l'américain Kochen, en tant que gardien remplaçant côté, Barça, hein, depuis le départ de Marc-André ter Stegen, il n'y a pas forcément de doublure. Je l'avais annoncé aussi, Joao Cancelo serait titulaire à gauche ou à droite. Là, c'était à gauche à la place de Alejandro Balde. Jules Koundé était bien titulaire, mais il a dû sortir dès la 12e minute blessé. On va peut-être revenir sur la blessure de Koundé un peu plus tard. En défense centrale, moi j'aurais vu plutôt Ronald Araujo. Au final, c'était bien Gérard Martin qui était titulaire aux côtés de Poku Barsi. Au milieu de terrain, on l'avait dit, hein, Pedri, le métronome de cette équipe du Barça, qui devait récupérer du temps de jeu, hein, depuis sa blessure, il n'avait pas beaucoup joué. Bernal, titulaire à ses côtés au milieu de terrain, qui a mis un doublé. Et en attaque, on avait Rafinha, Firmin et Lamine Yamal à droite, évidemment, et devant, c'était Ferran Torres. Donc Daniel Mo était bien sur le banc, il est rentré en cours de match aussi, Marcus Rashford aussi, et Ronald Araujo. Côté Atlético Madrid, on disait qu'Antoine Griezmann serait sûrement titulaire, hein, pour ce match de coupe. Donc pas de sorlotte devant. Il était aligné aux côtés de Julian Alvarez. Et Ademola Lookman était bien aussi là à gauche. Au final, Oblak était bien sur le banc. C'était Musso, le gardien remplaçant de cet Atlético, qui était titulaire. Llorente à droite. La défense centrale, par contre, on avait bien Poubil, Anco, pas de Jiménez, pas de Lenormand, même de l'anglais, hein, qui n'était pas sur le terrain. Ruggieri à gauche et au milieu de terrain, donc on l'a dit, Lookman à gauche, à droite, Giovanni Simeone, qui a une note de 5,5, donc assez horrible, hein, et Cardoso coquet pour les Colchoneros. Dans ce match, le Barça a eu une totale domination, on le voit, hein, 71% de possession, 21 tirs, 9 cadrés, 7 tirs, 2 cadrés côté Atlético Madrid, 3,09 d'XG. Qu'est-ce que l'on avait aussi? 0,68 côté Atlético Madrid, donc victoire totale de la part du Barça, mais pas de qualification. Au final, 2 arrêts de la part de Joan Garcia, 6 arrêts de la part de Musso. Donc il a quand même fait 6 arrêts et, et encaissé 3 buts, hein, donc voilà pour le Barça, hein. Le Barça qui avait mis 2 buts dès la première mi-temps avec Bernal à la 29e minute sur une passe décisive de Lamine Yamal et un penalty de Rafinha à la 45e plus 5. Et ensuite, c'est Marc Bernal qui a marqué à la 72e minute pour son doublé sur une passe décisive de Joao Cancelo. Mais ça s'est arrêté là pour les Blaugrana, à qui il reste la Ligue des Champions contre Newcastle, on rappelle, en 8e de finale. Et ils sont toujours premiers de Liga avec 4 points d'avance sur le Real de Madrid. Et la défaite du Real avant-hier soir, pardon. Donc le résumé de ce match, évidemment écrit par la rédaction de l'équipe. Une remontada inachevée, le FC Barcelone a fait trembler l'Atlético Madrid jusqu'au bout, mais échoue en demi-finale de la Coupe du Roi. Balayé 4-0 en demi-finale aller de la Coupe du Roi, le Barça s'est nettement imposé 3-0 face à l'Atlético Madrid mardi, mais n'est pas revenu à remonter son retard. Les Colchoneros se qualifient pour la finale. L'exploit n'était pas si loin, mais il n'a pas eu lieu. Balayé en demi-finale aller de la Coupe du Roi par un Atlético en feu, le Barça n'est pas parvenu à réaliser une remontada similaire à celle réalisée en 2017 face au PSG en Ligue des Champions. On se rappelle, hein, 4-0 à l'aller et 6 buts à 1 au retour. Les Catalans se sont largement imposés mardi soir au Camp Nou, mais échouent aux portes de la finale de la Coupe d'Espagne. La domination des hommes de Hansi Flick, qui avait appelé ses joueurs à rendre l'impossible possible, a été totale durant la rencontre. Les Barcelonais ont assiégé la défense des Colchoneros. Donc là, on nous rappelle les stats, hein, 21 tirs pour le Barça, 9 cadrés, 3,09 d'XG, 15 corners, 71% de possession. Dès la première minute, la frappe de Fermin Lopez a trouvé la barre. Là, il me semble que c'est le premier but de Bernal. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez le voir. Ouf. Oh là là là, Lamine Yamal, il a fait du sale quand même sur ce premier but. Oh, c'est trop ce qu'il fait. Eh ben, ça devait être du Lamine Yamal des grands soirs quand même. Donc ouais, pour la suite, la Real Sociedad ou l'Athletic Bilbao en finale, mais le Barça a mis du temps avant de faire trembler les filets.
Après la blessure de Jules Koundé touchait un mollet et affectait, les Blaugrana se sont activés, que ce soit Rafinha, Marc Bernal, Ferran Torres, Lamine Yamal, après que la frappe d'Antoine Griezmann intéressant ce mardi a été repoussée par Johan Garcia et que Ferran Torres a mobilisé Juan Musso. Bernal a ouvert le score après un festival de Lamine Yamal virevoltant et c'est encore après une grosse occasion manquée par l'Atlético. Une tête au-dessus d'Ademola Lookman, Rafinha a transformé un penalty obtenu par Pedri. La moitié du chemin était fait. Un peu moins dangereux lors du deuxième acte, les Catalans ont d'abord buté sur Musso, repoussant 2 tirs coup sur coup de Lamine Yamal avant de faire trembler les hommes de Diego Simeone en inscrivant le troisième but par l'intermédiaire de Bernal pour un doublé d'une reprise du gauche à la limite du hors-jeu. Les Barcelonais ont poussé face à des adversaires bien organisés défensivement, mais n'ont pas inscrit ce quatrième but synonyme de prolongation. Gérard Martin ne cadrant pas sa frappe à la 89e minute. C'est donc l'Atlético qui visera une 11e Coupe du Roi le 18 avril face à la Real Sociedad ou l'Athletic Bilbao. Match aller, 1 but à 0 pour la Sociedad, il me semble. De toute façon, on va y revenir dessus. Euh, Bon, on n'avait pas d'article sur les autres matchs de hier soir. Donc on va pouvoir aller sur les matchs de ce soir. Les matchs de ce soir. Donc on aura un match de Bundesliga, on va aller rapidement dessus, entre Hambourg et le Bayer Leverkusen. Donc ça sera un match à Hambourg. On le rappelle, Leverkusen est 6ème de Bundesliga avec 40 points. En cas de victoire, il resterait à cette 6ème place. Hein. Il y a 4 points d'écart avec Leipzig. Et il y a 6 points d'écart avec Francfort en dessous, 7ème, qui a 34 points. Donc voilà, Hambourg, en cas de victoire, ils peuvent passer 10ème dans ce classement de Bundesliga et se donner de l'air quand même par rapport aux barragistes. Donc Hambourg est 11e avec 26 points et le premier barragiste est le Verdar avec 22 points. Donc en cas de victoire, hein, ça pourrait donner de l'air aux... je sais pas comment on appelle les gens de Hambourg, mais, euh, mais voilà. Donc voilà, ça sera un match voilà, pas forcément le plus intéressant de la soirée. Est-ce que Ibrahim Maza, la pépite algérienne, sera bien titulaire? Est-ce que Patrick Schick sera là? Martin Terrier, possiblement aussi, à part s'il est blessé. Non, donc pourquoi pas voir Martin Terrier, il me semble qu'il est toujours au club. Donc Loïc Bagné est toujours blessé. Ilyes Benseguir aussi semblerait encore blessé au niveau de la cheville. Côté Leverkusen. Donc voilà pour ce match. Euh, un match de Liga aussi entre le Rayo Vallecano et Oviedo. Donc là aussi, on va pas s'attarder dessus énormément. Vallecano qui est 15e avec 27 points. Donc en cas de victoire, il prendrait 6 points d'avance sur le premier relégable Mallorca. Et Oviedo, dernier de cette Liga avec 17 points. Et en cas de victoire, il resterait dernier avec un, un point d'écart. Mais voilà, ça sera à suivre évidemment. Le match se déroulera à Vallecano dans leur stade du Campo de Football des Vallecas. À Madrid évidemment. Hein, Vallecano, c'est une banlieue, je crois, de Madrid. Hein. Je suis pas très bon en géographie, mais il me semble que c'est ça. Euh, voilà, on a un seul Français côté Oviedo. Comment il s'appelle? Eissem Hassan, j'avoue que je connais pas du tout le joueur. Hein. Passé par Giron, Mirandes. Et en France, il a joué à Châteauroux et au Paris FC, mais c'était il y a un moment déjà. Est-ce qu'on a un autre Français? Oui, on a le Français Florian. Hein, il me semble que c'est Florian Lejeune. Euh, voilà, qui sera possiblement titulaire dans cette équipe de Vallecano. Là, on connaît un peu plus, passé par Newcastle, passé par Manchester City même. Bon, je crois qu'il n'a pas beaucoup joué du côté de Manchester City en 2016, aucun souvenir. Mais voilà, lui aussi passé par l'Espagne, aussi à Villarreal auparavant, ou à l'Aves. Pour Florent le jeune, hein, 34 ans. Là, ça me dit un peu plus quelque chose. Voilà pour ce match de Ligue 1. Hein. Là aussi, pas le match le plus fou à suivre. La Coupe d'Italie avec l'autre demi-finale entre la Lazio et l'Atalanta. La Lazio, on disait, une équipe lambda vraiment hein, cette année en Serie A depuis le retour de Maurizio Sarri. Je crois que pour l'instant, il est toujours aux commandes. L'entraîneur italien hein, passé par Chelsea, la Juve aussi. Voilà, l'entraîneur de 67 ans, le fumeur de clope. Hein. Il doit tourner à peu près 5 paquets par jour environ. Bref, c'est pas le plus important et on s'en tampogne. Mais voilà, ça sera à Rome pour ce match aller, évidemment, de demi-finale de Coupe d'Italie.
Voilà, on verra les compos qui seront alignés. Est-ce que Skamaka sera bien là, titulaire? On a toujours De Ketelaere blessé, possiblement le retour de blessure de Raspadori côté Atalanta. Toujours Mario Pasalic au milieu de terrain. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Côté Lazio, est-ce qu'on a toujours... on n'a plus de Français hein, du côté de la Lazio. On a assis Samuel Gigot, mais qui est blessé en ce moment à la cheville. Euh, Dele Bachirou, hein, le milieu de terrain nigérian qui était à la CAN. Boulaïdia, l'ancien de la Ligue 1. Belayan aussi, Ryan Belayan, hein, Reda Belayan, pardon, l'ancien de l'OGC Nice. Euh, je savais pas qu'il était à la Lazio. Ok, ok, ok. J'avais pas tilté qu'il était bien à la Lazio, donc Reda Belayan. Euh, Nuno Tavares aussi, possiblement qui sera titulaire à gauche. Il me semble qu'il est toujours du côté de la Lazio et ça sera à peu près tout. Voilà, voilà pour cette demi-finale de Coupe d'Italie. Qu'est-ce que l'on a aussi? L'autre demi-finale de Coupe du Roi, donc le Barça, on disait éliminé, mais on a toujours la Real Sociedad contre l'Athletic Bilbao. La Sociedad qui avait gagné au match aller à San Mamés, là le retour sera à San Sebastian. Bon voilà, deux équipes hein, qu'on a l'habitude de voir plus haut d'habitude, que ça soit en Coupe d'Europe ou même en Liga. Bon là c'est un peu une saison compliquée déjà pour l'Athletic Bilbao, pas mal de blessés, les deux frères Williams qui ont longtemps été blessés cette saison. Nico est toujours sur le flanc. Euh, Yuri Berchiche, l'ancien parisien, pour ceux qui se souviennent, hein, le latéral gauche. Aymeric Laporte, passé par Manchester City, hein, qui a choisi de jouer pour l'Espagne, champion d'Europe avec l'Espagne quand même. Aymeric Laporte, un très très bon défenseur, qui avait fait un tour du côté de Al Nasser, pour ceux qui se souviennent. Unai Simon dans les cages, c'est du classique, le gardien espagnol. Khaled Takar, passé par l'Olympique de Marseille, côté Sociedad, donc, passé par Marseille et l'Olympique lyonnais. Et Oyarzabal, toujours là, hein, le capitaine de cette équipe. Et voilà, après, Carlos Soler aussi, l'ancien parisien. Gonzalo Guedes aussi, l'ancien parisien aussi. Euh, mais sinon, voilà pour ce match de Coupe du Roi. On en parlera sûrement un peu plus demain. Euh, Peut-être pour les bookmakers, enfin nos frérots parieurs, évidemment, faites attention si vous pariez, les amis. La Sociedad est bien favorite pour ce match, hein. Ils ont gagné 1-0 à l'aller. Là, c'est à domicile, donc la Sociedad est plutôt favori avec une belle cote hein, de 20, de 30 à peu près. Sur les sites de paris sportifs, on rappelle, faites extrêmement attention, pas de conneries. Euh, Avant de parler des matchs de Coupe de France, on va aller sur cette journée de Première Ligue. Là, on aura déjà des matchs un peu plus intéressants que les matchs de hier soir. On aura un Aston Villa-Chelsea. Euh, Ça serait cool qu'il y ait un bon petit match nul là entre les deux équipes, comme ça Manchester United, en cas de victoire contre Newcastle, on ira sur ce match juste après. Euh, Pourrait prendre de l'avance et rester sur ce podium de Première Ligue. Au niveau des compositions probables, on vous les présente juste là. Je le répète, vous pouvez voir mon écran sur Twitch, hein, pour ceux qui préfèrent, pour que ça soit plus fluide. Vous pouvez aller sur Twitch. Donc Emiliano Martinez côté Aston Villa dans les cages, Luca Gini à gauche possiblement, Torres Konsa en défense centrale côté Aston Villa, Mati Cash à droite, Douglas Luiz Onana au milieu de terrain, Buendia à gauche, Oli Kids en numéro 9 devant, Leon Bailey qui a fait son retour cet hiver à droite avec Rogers derrière l'attaquant. Côté Chelsea, Liam Rosenior joue avec ce système A4. On commence à avoir un 11 bien visible côté Liam Rosenior et Chelsea avec Roberto Sanchez en Ocage, Rhys James à droite, Wesley Fofana Chaloba en défense centrale, Atto à gauche, bon là ça peut tourner, mais au milieu de terrain, Caicedo, Andrei Santos avec Enzo Fernandez un peu plus haut, à droite Cole Palmer, à gauche Garnacho, mais ça peut être aussi Pedro Neto, hein, ça peut tourner, et Joao Pedro par contre titulaire indiscutable, hein. J'ai pas vu beaucoup d'autres attaquants, Liam Delap en général sur le banc, bon Pedro vu qu'il a été expulsé c'est vrai qu'il pourra pas être titulaire ce soir. Cucurella revient petit à petit de blessure, donc il est incertain. Estevao aussi. Et Baino Gittens aussi. Côté absent, Aston Villa, on n'en a pas parlé, mais Boubacar Kamara, hein, McGinn et Yuri Tillmans
seront probablement absents. En espérant voir Malo Gusto titulaire, que peu importe à droite, à gauche, au milieu de terrain, on veut voir nos Français sur les terrains. Donc voilà pour ce match entre Aston Villa et Chelsea. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on se refait un petit point sur le classement de cette première ligue. Aston Villa 4e, 51 points, ex aequo avec Manchester United, et Chelsea 6e avec 45 points. Donc je l'ai dit, un match nul arrangerait Manchester United et même Liverpool qui a perdu hier soir. Ça leur permettrait de rester dans le Big Five. Sur les autres matchs de ce soir, on a le leader Arsenal qui joue contre Brighton. Donc Arsenal largement favori, même si c'est à Brighton. Donc pas de bêtises. En plus, ça se rapproche petit à petit au classement pour Arsenal. Donc qui est à 5 points, mais avec un match en plus devant Manchester City. Donc au niveau des compos probables, là aussi, on va les regarder. Côté Arsenal, Raya dans les cages, Timber à droite, Saliba, Gabriel, Hincapié en défense. Au milieu de terrain, Zubimendi. Declan Rice est blessé du coup, Martin Odegaard aussi, enfin est incertain, Martin Odegaard aussi, Merino on le rappelle il s'est fait opérer, donc possiblement on pourrait voir Zubimendi aisé, là ça serait plutôt ce qu'on a l'habitude de voir, mais Norgard le milieu de terrain danois, oui danois voilà Vincent, euh, titulaire ce soir contre Brighton. Et en attaque, Bukayo Saka, Gyökeres Trossard, à mon avis, ça sera cette attaque. Gabriel Jesus sera plutôt sur le banc, Gabriel Martinelli aussi. Côté Brighton, vous les connaissez un peu, les têtes de Brighton, Mitoma, le japonais, Danny Welbeck, James Milner aussi, lui qui bat sans cesse des records de longévité, Dunk en défense. Sur qui on peut aller aussi côté Brighton, voilà. Euh, Ouais, non, c'est à peu près tout sur les joueurs de Brighton. Une équipe un peu qui est redevenue un peu mid, pas forcément intéressante cette saison comparée aux saisons précédentes pour Brighton Albion. Euh, on aura aussi un match entre Fulham et West Ham. West Ham, on le rappelle, premier relégable côté Première Ligue, donc il faut qu'ils s'imposent les joueurs de Nuno Espirito Santo. On rappelle, on a Alex Disasi qui est titulaire en ce moment en défense centrale dans cette équipe de West Ham. Wan-Bissaka, l'ancien de Manchester United. Où est-ce qu'on peut aller aussi Malik Diouf, le champion d'Afrique avec le Sénégal, titulaire à gauche. Magassa aussi, l'ancien de l'AS Monaco, qui Sunguntu Magassa, l'ancien monégasque, qui est titulaire aussi à West Ham en ce moment. Euh, donc voilà. Et après, côté Fulham, Calvin Bassey, le Nigérian, avec Alex Iwobi au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on peut noter? L'ancien lyonnais aussi, Tété, Bert Leno, l'ancien d'Arsenal, Choukou Emeka. Aussi, là aussi, attaquant milieu de terrain nigérian. Smith Rowe, l'ancienne pépite d'Arsenal, avec Raúl Jiménez, le Mexicain, devant. On le rappelle là aussi. Classement West Ham, 25 points à 2 points de Nottingham Forest. Donc en cas de victoire, ils peuvent sortir de cette zone de relégation. Et Fulham est 10e avec 40 points. Donc voilà, pas trop vraiment d'enjeu pour Fulham. Je pense que ça va être une fin de saison plutôt tranquille. Et donc Nottingham Forest, on en parlait, qui joue contre Manchester City ce soir à l'Etihad Stadium. Ça va être compliqué. On n'a pas notre fan de Manchester City qui est dans le live aujourd'hui. Mais voilà, Nottingham, équipe en difficulté, toujours en huitième de finale de Ligue Europa. Ça aura lieu la semaine prochaine, il me semble. Les huitièmes de finale de Coupe d'Europe. Euh, Côté composition probable, donc l'équipe de Pep Guardiola. Manchester City, on n'en parle pas forcément beaucoup cette saison, mais voilà, ça se rapproche petit à petit d'Arsenal. Là, ça va jouer le Real de Madrid en Ligue des Champions, et pour le coup, j'ai pas peur de le dire, ils sont largement favoris contre cette équipe du Real, même si des fois c'est capable de coups de moins bien du côté de Manchester City, pas mal de blessés. Là, les titulaires reviennent petit à petit, on va le voir sur cette composition probable. Donnarumma au cage, Ait Nouri à gauche, la défense Ruben Dias, Gueye, c'est quand même costaud. Mateus Nunes à droite, là on a l'habitude aussi. Au milieu de terrain, Rodri, Bernardo Silva, Reinders. À voir, après on sait que notre cher Pep Guardiola est capable de pas mal faire tourner. On peut voir possiblement O'Reilly,
quelque part dans ce milieu de terrain, cette attaque possiblement. Et en attaque, Semenyo, Marmoush, Cherki, Erling Haaland, hein, on ne parle même pas d'Erling Haaland qui est incertain, mais, euh, mais voilà, Erling Haaland n'est même pas sur cette composition probable. Donc ça fait, ça fait quand même peur ce 11 hein, de Manchester City, très très solide. Hop là, donc très très solide. Pardon. Ce 11 de Pep Guardiola, côté Nottingham Forest. Voilà, Elliot Anderson, lui aussi, hein, annoncé comme un crack, un joueur à fort potentiel hein, qui pourrait partir pour beaucoup de millions de livres du côté de Manchester City. On en parle aussi dans des gros clubs en Angleterre. Omari Hutchinson aussi à droite côté Nottingham Forest. Mais bon, Gibbs White, là aussi, le capitaine de Nottingham. Cette équipe a un peu plus de mal cette année, où on ne l'explique pas forcément. Il y a eu pas mal de blessés quand même. Mais voilà, il va falloir s'imposer contre Manchester City. Ça va pas être facile s'ils veulent pas voir West Ham leur remonter dessus. Et enfin, le match, moi qui m'intéresse le plus ce soir en Première Ligue, ça sera le Newcastle-Manchester United. Évidemment, vous savez que j'aime beaucoup cette équipe de Manchester United. Vous voyez à mon maillot juste là. Vous pouvez le voir hein, sur pas mal de vidéos. Bref, cette équipe de Manchester United en plus qui fait plaisir en ce moment, ça fait plaisir de revoir ce club dans l'élite du football anglais. Là actuellement ils sont sur le podium, on le rappelle, avec une différence de but favorable comparée à Aston Villa. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, ils sont sur combien de matchs depuis l'arrivée de Carrick en victoire. Donc, victoire contre Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham, match nul contre West Ham, victoire contre Everton, victoire contre Crystal Palace. Donc, on est sur 4 et 2, 6 victoires en 7 matchs et un match nul. Donc c'est vraiment très très bon depuis l'arrivée de Michael Carrick et le départ de Ruben Amorim. Newcastle, équipe très très mid hein, qui jouera contre le FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des Champions, mais 13e de cette première ligue qui reste sur 2 défaites contre Manchester City et contre Everton. Ils ont une seule victoire en 5 matchs pour Newcastle. Et c'était une victoire contre Tottenham qui est encore plus catastrophique que eux dans ce classement de Première Ligue. Au niveau des compos probables, là aussi, donc Manchester United favori. On connaît le 4-2-3-1 de Michael Carrick, lui qui a ce système favori avec le gardien Lamens, le gardien belge hein, dans les cages. Dalot à droite, Mazraoui à gauche, Luke Shaw devrait être, semble blessé, en tout cas est incertain. Lisandro Martinez aussi, donc c'est pour ça qu'on voit Lenny Yoro probable titulaire. Mais sinon, ça serait Lisandro Martinez aux côtés de Harry Maguire. Le milieu de terrain, le double pivot très très bon sur ces derniers matchs. On espère qu'ils feront une fin de saison rocambolesque. On le rappelle, Casimiro devrait quitter Manchester United. Mais il sera bien titulaire ce soir normalement aux côtés de la jeune pépite anglaise Kobe Mainoo. Avec Bruno Fernandes en numéro 10 pour chapeauter cette attaque. Hein, le métronome, hein, le capitaine aussi, Bruno Fernandes. À gauche, Mateus Cunha. À droite, Brian Bemo et Benjamin Sesko. Hein, les trois recrues à 75 millions d'euros. Alors, Amad Diallo, bon là ils nous mettent Sesco, mais possiblement ça sera Mbemo devant avec Amad Diallo à droite. On suivra ça évidemment de près. Après le 4-2-3-1 d'Eddie Howe avec Nick Pope dans les cages, Botman Cho en défense centrale avec Trippier à droite, Hall à gauche. Le milieu de terrain, donc Tonali, Ramsey. Pourquoi pas donc Bruno Guimaraes est toujours blessé, Livramento, Voltemade sont incertains. Livramento qui revient petit à petit de sa blessure. Et donc l'attaque serait avec Barnes à gauche, Joelinton derrière l'attaquant et Murphy à droite avec Anthony Gordon devant. On avait un article aussi sur Manchester United sur possiblement l'arrivée de Bruno Fernandes. Alors là c'est sur Osimhen, mais pourquoi Bruno Fernandes, j'ai dit Bruno Guimaraes. Pourquoi Bruno Guimaraes serait le remplaçant idéal de Casimiro à Manchester United? Fin janvier, Casimiro a annoncé que cette saison serait sa dernière Manchester United et qu'il quitterait le club à l'expiration de son contrat. Le Brésilien a souvent été annoncé comme cible de la Saudi Arabian Pro League, mais il a réussi à conserver sa place dans l'effectif des Red Devils et partira de son propre chef. Le bon moment pour Casimiro de passer la main à 34 ans, le moment semble venu pour le Brésilien de céder sa place, mais il peut le faire la tête haute. Arrivé à United à l'été 2022, il est difficile de contester qu'en 4 ans il est devenu l'un des joueurs les plus importants du club.
Son expérience et sa valeur pour l'équipe ont toujours été évidentes, sans oublier que 22 buts et 13 passes décisives pour un milieu défensif sont des statistiques remarquables, notamment si l'on considère que sur la même période, seuls Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford et Bruno Fernandes font mieux. Un nombre important de cartons. Comme on peut s'y attendre avec l'âge, le timing d'un joueur devient parfois moins précis. Le total de 35 cartons jaunes et 3 rouges de Casemiro, toutes compétitions confondues, en est une preuve discrète. Bon, après, on sait qu'il avait l'habitude de prendre des cartons, hein, même quand il était du côté du Real. Euh, mais ça va être une preuve discrète, même si l'on peut aussi défendre l'idée qu'un joueur à son poste doit savoir s'imposer physiquement. C'est ce qu'on disait, hein, il est plutôt habitué quand même à prendre des cartons. Casemiro. Concernant ses autres qualités, on parle peu de sa régularité en termes d'apparition, par exemple. Très peu blessé. À ce jour, le Brésilien compte 152 apparitions, 130 comme titulaire, sous le maillot du club pour un total de 11 205 minutes. Seuls Diogo Dalot et Bruno Fernandes font mieux. Sa qualité de passe est également sous-estimée avec 2088 passes dans le dernier tiers. Seul Bruno Fernandes fait mieux avec 4735. Même constat pour les passes vers l'avant. Bruno en compte 3423 contre 2721 pour Casemiro. Qualité de passe et qualité défensive remarquable. Un taux de réussite de 81% dans ses passes correspond aux exigences de Manchester United et du Real Madrid et le fait qu'il ait aussi créé 147 occasions. Mérite d'être souligné. Si Bruno est le seul à avoir disputé plus de duels que Casemiro, le Portugais en a remporté moins. Donc, il y a plus de duels remportés par Casemiro, donc 879 et 843 pour Bruno Fernandes, ce qui donne au Brésilien un taux de réussite supérieur à 55,2%. Des très très bonnes stats. Donc voilà, la comparaison, bon, en graphique, vous pouvez à peu près la voir sur Twitch, hein, on va pas la détailler non plus, entre Bruno Guimaraes et Casemiro. Dans le jeu aérien, personne n'a disputé plus de duels de la tête que Casemiro et seul Harry Maguire en a remporté davantage. 312 pour le défenseur anglais, 254 pour Casemiro. Ces 450 tacles, dont 260 réussis, sont aussi des statistiques de haut niveau pour le joueur de 34 ans, qui aurait d'ailleurs conseillé à la direction de United de recruter son compatriote Bruno Guimaraes pour lui succéder. Bruno Guimaraes, indispensable à Newcastle, le capitaine de Newcastle United, a rejoint le club 6 mois avant que son compatriote ne quitte le Santiago Bernabéu pour le théâtre des rêves. Il est rapidement devenu une idole chez les Geordies. Son état d'esprit irréprochable et sa capacité à couvrir le terrain et à s'imposer physiquement sont autant de qualités qui ont séduit les supporters de St. James Park. Donc là, c'est les nombreuses touches de Bruno Guimaraes. Hein, donc cette saison, il touche des ballons dans tous les coins du terrain. Il est tellement essentiel à tout ce qu'en font les Magpies, il n'est pas surprenant que le club ait déjà affiché un panneau non transférable sur lui. Mais comment se compare-t-il vraiment à Casemiro? Le plus grand nombre de buts et de passes décisives, c'est 31 buts et 32 passes décisives lui donnent l'avantage sur ce plan. Tandis que ces 44 cartons jaunes sans aucun rouge témoignent d'un style compétitif, souvent à la limite de l'acceptable dans un sport aussi physique. Avec 172 apparitions, dont 159 comme titulaire. Personne au club n'a fait mieux depuis l'arrivée de Bruno Fernandes. Pourquoi ils ont comparé ça à Bruno Fernandes, d'accord. Comme attendu, ces 14 311 minutes jouées sont aussi le total le plus élevé de l'effectif de Newcastle. Ces 3285 passes dans le dernier tiers sont également inégalées, même si ces 2740 passes vers l'avant le font reculer dans ce classement. Seul Kieran Trippier a créé plus d'occasions que son capitaine, mais le taux de réussite de Bruno Guimaraes. Mais putain, c'était comparaison avec Bruno Guimaraes, je suis un malade moi aussi. Bref, c'est pas très grave. Du coup, ça a ni queue ni tête, hein, sur ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Plus de réussite dans ses passes. Le place à nouveau en tête. Manchester United peut-il s'offrir le Brésilien? Bruno Guimaraes a disputé 2033 duels, en a remporté 1100 et récupéré 1003 ballons, ce qui le place largement en tête dans ses statistiques. Également, le jeu aérien n'est clairement pas son point fort, avec seulement 77 duels de la tête remportés sur 179. Mais il peut se rattraper avec le plus grand nombre de tacles tentés et réussis de l'effectif. En résumé, à 28 ans, il sera un remplaçant potentiel de très haut niveau pour Casemiro. Mais la question reste entière, Manchester United aura-t-il les arguments pour convaincre les Magpies de céder leur joyau? Donc, la théorie. Bruno Guimaraes, capitaine de Newcastle, Newcastle détenu par l'Arabie Saoudite. Donc au niveau salaire,
peu importe, hein, que ça soit Manchester United, à mon avis, les dirigeants de Manchester United, que ce soit Ineos avec Jim Ratcliffe, pourra s'aligner sur le salaire même proposé par l'Arabie Saoudite. À voir si le fair play financier, tout ça, peut faire que ça soit raccord avec Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes aussi avait pas mal de prétendants. On parlait de Manchester City, on peut toujours parler de Chelsea qui est dans toutes les rumeurs euh, possibles et inimaginables. Euh, je crois qu'il y a un moment, peut-être que le Real ou le Barça s'intéressaient aussi à lui. Enfin, il y a pas mal de clubs hein, qui s'intéressaient à l'ancien Lyonnais. À voir le prix du transfert aussi, hein, s'il est vraiment trop cher, hein. Après, pour un milieu à 100 millions comme Bruno Guimaraes, à 28 ans, possiblement, on l'aimait, il faut pas trop qu'il se blesse non plus. Et la question, c'est est-ce qu'il accepterait de rejoindre Manchester United? On verra à quelle place finit United à la fin de cette première ligue. S'ils sont en Ligue des Champions la saison prochaine et que Newcastle finit à cette place de 13e de première ligue, lui, je pense qu'il souhaite jouer la Champions League. Donc, possiblement, il serait amené à quitter le club et ça pourrait être une opportunité pour Manchester United, à voir s'il choisit le théâtre des rêves ou s'il choisit d'autres clubs, que ce soit en Première Ligue ou parmi le top 5 européen. Voilà pour Bruno Guimaraes, voilà pour ce match entre Newcastle et Manchester United. En tout cas, ça va être très intéressant à suivre. Évidemment, ça sera à St. James Park. Donc, on verra ce qui se passera et on en reparlera demain. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses? Non, après, ça sera notre petite revue de presse. Oui, revue de presse, du coup, on partira sur nos matchs de Coupe de France. Mince, j'ai fermé un article que je voulais pas fermer. C'est pas très grave. Donc, on a parlé à peu près de tous les matchs du soir. Il nous reste juste la Coupe de France. Donc, on aura Marseille-Toulouse. Marseille-Toulouse, on en a déjà parlé hier. Donc, j'ai dit Marseille est favori, je trouve, contre cette équipe toulousaine. Ça sera au Vélodrome. Marseille qui a remporté l'Olympico. Le 11 probable de Habib Bey avec Rulli dans les cages, où ça sera possiblement Delange hein, pour la Coupe. Emerson, Aguerd. Balerdi, ouais, en défense, pourquoi pas Benjamin Pavard, pourquoi pas un autre défenseur, c'est Egan Riley pour ce match de coupe. Vermeeren, Kondogbia au milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg normalement est suspendu, voilà. Ou Quinten Timber, mais peut-être qu'il va souffler un peu le Hollandais. Igor Pechao qui a fait un très bon Olympico, une passe décisive, un but, sera sûrement récompensé et jouera contre Toulouse. Obama aussi devant. Mason Greenwood à gauche. Est-ce que Stan Nwaneri sera bien là avec placé derrière l'attaquant ou ça sera d'autres joueurs? Évidemment, sur ces compositions de l'Olympique de Marseille, on ne sait jamais exactement laquelle on pourra retenir. Voilà, après le 11 de Carlos Martinez Novel, voilà, avec cette défense à 3 ou à 5, hein, avec Emerson devant, on verra. Guillaume Brest sera-t-il bien titulaire? Sidibé, le capitaine. Cresswell en défense centrale. Caceres au milieu de terrain. Dayan Metali à gauche. Gbo en attaque. Là aussi, on aura le temps d'en reparler, mais en tout cas, Marseille est bien favori. On va pas lire cet article sur Habib Bey. On a beaucoup parlé de Marseille hier déjà. On en parle très très souvent. Donc on va aller plutôt sur l'OGC Nice avec le match contre le FC Lorient. Je sais que c'est pas le plus passionnant, mais je souhaite en parler. Donc déjà, je le rappelle, la conférence de presse de Claude Puel et de Charles Van Noot. Donc vous avez le petit résumé, hein, le plus intéressant de cette conférence de presse qui a eu lieu hier sur tous les réseaux sociaux, sur les shorts YouTube. Vous pouvez retrouver donc ce petit résumé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à republier, à partager, à mettre en story, à le regarder plusieurs fois. Bref, n'hésitez pas à tout faire comme ça. Ça nous aide énormément, ça nous donne beaucoup de force et évidemment, on peut en discuter tous ensemble, je le rappelle. Mais voilà, il y aura ce match entre Lorient et l'OGC Nice. Nice qui n'a pas battu Lorient cette saison. On rappelle au Moustoir en Ligue 1, ça avait été une défaite 3-1, le début de la crise avec Francaise, les supporters qui attendent au centre d'entraînement l'OGC Nice. Il y a 10 jours, il y avait eu le match donc à domicile à l'Allianz Riviera pour les Niçois.
avec ce match nul, 3 buts partout, alors que Nice menait, 2 buts à zéro. Après, ils avaient été rattrapés à la mi-temps, 2 buts à 1. Augmentation de l'écart une nouvelle fois pour Nice avec le 3 buts à 1. Et ils ont été rattrapés en fin de match sur un penalty et un but à la toute dernière seconde de Noah Kadiou. Donc, est-ce que Nice, cette fois-ci, qui replonge petit à petit dans une, on va pas dire une crise, mais un petit doute quand même pour cette relégation et ce maintien en Ligue 1, hein. Ils ont qu'une seule victoire en Ligue 1 depuis l'arrivée de Claude Puel, alors que ça fait déjà quand même depuis début janvier. Pour les Niçois, on va aller sur les compos probables. Le 3-4-2-1 de Olivier Pantaloni avec Mvogo dans les cages. Est-ce que là aussi il fera tourner Olivier Pantaloni pour ses matchs de coupe? Yongwa, Talbi, Igor Silva dans cette défense à 3. Avom à gauche, Pablo. Non, pas Pablo Lebris. C'est Théo Lebris, voilà, le fils de Régis Lebris. À droite, au milieu de terrain, Abergel, Kadiou. On verra si Kadiou enchaînera les titularisations. Pablo Pagis, Bamba Dieng et Makengo devant. Côté OGC Nice, Maxime Dupé, à mon avis, ce sera plutôt Yevan Diouf pour ce match de coupe. On a notre article sur Yevan Diouf qui est juste là. On va en parler juste après. On finit sur cette compo probable. Dante sera là, pas là. Il n'a pas fait encore un match de Coupe de France. Il n'a pas joué lors du dernier match contre le Paris FC. Pepra Opong, possiblement lui qui enchaîne les bons matchs avec l'OGC Nice. Jonathan Klaus à droite, normalement ça devrait être ça, lui qui était un peu malade il me semble récemment. Ali Abdi ou Melvin Bard, je pense que ça ira plutôt sur Melvin Bard. Dans ce milieu de terrain, on aura Charles Van Hout. À mon avis, Charles Van Hout sera bien titulaire, le milieu de terrain belge. Morgan Sanson, je pense qu'il va côtoyer un peu le banc, à mon avis. Ou alors il sera placé un peu plus haut sur le terrain parce que je ne vois pas Kevin Carlos démarrer avec l'OGC Nice, hein, lui qui a fait deux mauvaises mi-temps, hein, que ça soit contre Lorient, que ça soit contre le Paris FC. Donc à mon avis, il va quand même aller voir le banc. Possiblement, vu que c'est un match de coupe et Claude Puel aime bien faire tourner, on peut voir Zoumana Diallo devant, ou sinon ça sera Momo Show seul en pointe, avec sur les côtés ou Tom Loucher et Bernardo, ou possiblement Morgan Sanson, Kyle Boudache, le jeune attaquant niçois, très très bon. Pas de Sofiane Diop, hein, suspendu. Pas de Isaac Johnson blessé. Bon, les deux croisés, Abdelmomen et Njachimier, ils ont rejoué hein, avec la réserve. Mais à mon avis, ils ne seront pas présents pour ce match de coupe. Everton Pereira blessé et Eli Wahi toujours blessé, hein. L'attaque de l'OGC Nice toujours très dépendante de Eli Wahi. Donc voilà, on va aller sur ce petit article. On va aller d'abord voir les cotes. FC Lorient est titulaire. Qu'est-ce que je raconte? Est favori pour ce match avec une cote à plus de 2 quand même, hein. Donc ça sera pas, c'est pas donné. L'OGC Nice a en 4 victoires ce soir, hein, plus de 3. Voilà, c'est intéressant, on va dire, hein, donc pourquoi pas, mais évidemment, on fait extrêmement attention. Sur cet article, concernant les gardiens de l'OGC Nice, on le rappelle, Yevan Diouf, hein, la recrue rémoise cet été, un gardien sénégalais qui était bien titulaire sur tout le début de saison avec Francaise. Il est parti lors de la CAN pour rester, pour être la doublure d'Edouard Mendy lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle cette histoire à la serviette qui lui a valu une popularité grandissante. Mais pendant qu'il était à la CAN, il y a eu changement d'entraîneur avec Francaise et Claude Puel. Et c'est Maxime Dupé qui est devenu le titulaire aux yeux de Claude Puel. Alors moi je suis pas forcément convaincu de ce choix, hein, ça reste que mon avis, hein, mais je suis pas forcément convaincu. Maxime Dupé il est pas c'est pas le plus rassurant. Il fait des très bons arrêts toujours, mais c'est pas le plus rassurant non plus. Euh, Même si Evan Diouf fait quelques erreurs au pied, je préfère avoir Evan Diouf. En plus c'est un gardien plus jeune. Maxime Dupé on sait même pas s'il sera là la saison prochaine. Voilà, le mettre titulaire, c'est pas la valeur sûre non plus. Après, ça reste que du sportif, hein, je connais pas les personnes, hein, moi je juge toujours que le sportif. Mais voilà, je comprends pas trop forcément la gestion des gardiens de la part de Claude Puel.
Mais c'est des choix. Normalement, Yevan Diouf sera titulaire ce soir. Et on va aller voir l'article de Régis Testelin concernant ses gardiens. De titulaire inamovible avant la CAN à doublure, Yevan Diouf compte sur la Coupe de France pour rebondir. Juste avant, petite gorgée d'eau et je suis à vous. Alors, depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégalais Yevan Diouf est devenu le deuxième gardien de Nice derrière Maxime Dupé, mais il peut se servir de la Coupe de France pour rebondir. Le 19 janvier, Yevan Diouf, 26 ans, était sacré champion d'Afrique avec le Sénégal après avoir été soutien idéal durant le tournoi d'Edouard Mendy, titulaire en intégralité durant les 7 matchs des Lions de la Teranga. Le 25 janvier, pour son retour en France, il s'asseyait assez logiquement sur le banc de touche niçois à Nantes et la victoire 4 buts à 1 de l'OGC Nice, sans prendre ombrage de cette décision puisqu'il n'avait pas participé à toute la semaine de travail. 4 jours plus tard, il retrouvait le but niçois en Ligue Europa à Ludogorets où il avait fait un match correct. C'est entre le retour de Bulgarie et le match de championnat contre Brest, 3 jours après que le couperet est tombé et qu'il a pris la nouvelle de plein fouet. Après avoir disputé l'intégrale des 16 premières journées de Ligue 1, l'ancien Rémois était relégué au rang de doublure au profit de Maxime Dupé, 32 ans. Depuis, Diouf joue la Coupe de France et il sera dans le but du gym ce mercredi, à Lorient. Le Sénégalais est horriblement déçu de cette situation à laquelle il ne s'attendait pas, mais qu'il aurait pu envisager car Claude Puel a l'habitude de toucher au poste de gardien lorsqu'il reprend une équipe. On se rappelle avec Saint-Etienne et les histoires avec Stéphane Ruffier. Selon Puel, Dupé apporterait plus de sérénité. Pourquoi l'entraîneur du gym a-t-il changé cette fois? Diouf ne l'a jamais vraiment su ni compris. C'est un choix et il doit faire avec, mais cette décision semble d'abord répondre à une question de timing. Diouf était avec sa sélection lorsque Puel a succédé à Francaise sur le banc du gym le 29 décembre. Dupé lui était sur place, disponible et il a la chance d'être au bon moment, au bon endroit, de prendre le train en marche et de répondre présent lorsqu'il a assuré l'intérim. Sur les 4 matchs que lui a offert Puel en l'absence de Diouf, Dupé en a remporté 2 contre le FC Nantes, une fois en Coupe de France, une fois en championnat après avoir été du match nul contre Strasbourg. La raclée reçue par Nice à Toulouse, au cours de laquelle Dupé n'a pas été impérial mais aurait pu faire douter l'entraîneur niçois, mais ce dernier lui a maintenu sa confiance. On le rappelle, peut-être qu'ils vont le rappeler dans l'article, mais Maxime Dupé, pas totalement serein sur son arrêt contre le Paris FC. C'est peut-être pour ça que l'OGC Nice prend un but et perd ce match ce week-end. Pour qu'il y ait une continuité après cet intérim, pour qu'il y ait une continuité après cet intérim satisfaisant et surtout en interne, mais pas seulement, le nouveau numéro 1 du gym apporterait plus de sérénité et de calme à son équipe aux yeux du coach. Il serait jugé plus précis dans son jeu au pied et plus rassurant dans l'ensemble. Mais les deux gardiens ont un niveau très proche. Contre le Paris FC dimanche, Dupé a pourtant relâché un ballon qui a permis à Marshall Mounetsi de marquer le but de la défaite niçoise. Et dans cette situation, les gardiens sont d'un niveau presque similaire, ce qui ne conforte pas l'un ce qui ne conforte pas l'un réconforte l'autre, car la hiérarchie au poste n'est pas figée. Si Puel a tranché pour Dupé, il considère que Diouf est tout près de son rival. Il a aimé son excellent état d'esprit malgré la déception, cette façon de ne jamais faire la gueule et de se réfugier dans le travail. Et il estime très performant dans le jeu aérien. Mercredi dernier, Diouf a gardé le but niçois lors d'un match amical remporté contre Grasse, histoire de garder le rythme et de renforcer ses chances d'être bon face au Merlu. Nice y jouera gros et le Sénégalais aussi. Dans la situation qui est celle du gym en Ligue 1, tout peut arriver, même un nouveau changement de cap de l'entraîneur. Donc on verra, on verra. Déjà, on suivra la prestation de Yevan Diouf dans les buts niçois ce soir et on verra ce que ça donne pour la suite. Est-ce que ça va changer peut-être dans la tête de Claude Puel? J'ai quand même un doute quand il est sur certaines idées. Claude Puel, il a du mal à y changer. Mais bon, on va laisser le bénéfice du doute. Voilà pour ces matchs de Coupe de France. Je pense qu'on n'a oublié aucun match du coup pour ce soir. On a un peu tout checké, on a un peu parlé de tout. Donc on va quand même aller sur notre revue de presse. Euh,
et sur quoi on va aller, on va démarrer. N'hésitez pas, pour ceux qui sont sur le chat, que ça soit Twitch et TikTok, n'hésitez pas à lancer certains sujets. Si vous voulez qu'on parle de certains sujets, dites-le moi dans le chat. En tout cas, j'ai vu que les likes sur le live TikTok ont énormément augmenté. On a 5400. Donc, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'on va sur le Real Madrid, hein, Real Madrid qui fait pas mal l'actualité en ce moment. On a fait notre petite revue de presse hier concernant la presse espagnole, hein, qui dézinguait Alvaro Arbeloa après la défaite contre Retafe lundi soir. Et là, on va voir qu'est-ce qui va advenir exactement de Alvaro Arbeloa pour cette fin de saison. Donc, c'est un article de Antoine Simoneau, hein. C'est possible qu'il ne finisse pas la saison au Real Madrid. La pression est déjà maximale autour d'Alvaro Arbeloa. Seul le gain de la Liga ou de la Ligue des Champions devrait sauver la tête d'Alvaro Arbeloa au Real Madrid. Peu estimé par ses joueurs, l'entraîneur pourrait être débarqué en cas de résultats catastrophiques ces prochaines semaines. Et si ces, euh, et si ses dirigeants lui trouvent un successeur respectable. Les sifflets du stade de Santiago Bernabéu, couplés au Florentino démission, bruyamment entendu lundi lors de la piteuse défaite du Real Madrid contre Retafe, n'augure généralement rien de bon pour l'entraîneur madrilène en place. Ils sont même souvent annonciateurs d'un licenciement imminent. Alvaro Arbeloa nommé en remplacement de Xabi Alonso le 12 janvier, donc ça fait, allez, deux mois, on est presque à 2 mois qu'il est sur le banc, il pourrait déjà être débarqué. Peut-il être bientôt limogé alors que se profilent 2 semaines cruciales pour les ambitions sportives du Real? Le bilan de l'Espagnol avec 4 défaites concédées face à des équipes largement abordables, Albacete, Benfica, Osasuna, Getafe, en 12 matchs ne plaide pas pour sa cause, d'autant que son prédécesseur n'avait perdu que 6 fois en 34 rencontres depuis son arrivée l'été dernier avant la Coupe du Monde des clubs. Et contre des équipes de calibre européen, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Liverpool, Celta Vigo, Manchester City, FC Barcelone. Déjà peu emballé par un entraîneur choisi par défaut, les dirigeants madrilènes doutent encore plus de ses capacités. Mais à très court terme, ils n'envisagent pas encore son départ. Il s'apparenterait à un nouvel échec en termes de gestion. C'est possible qu'il ne finisse pas la saison. Confie pourtant une source en interne. Si dans les semaines à venir, le Real dit adieu à la Liga et la C1, la pression va être invivable et c'est souvent l'entraîneur qui saute. Une nouvelle défaite chez le Celta Vigo vendredi en championnat couplée à une humiliation contre Manchester City à domicile. 5 jours plus tard, lors du huitième de finale aller 2-C1 pourrait rendre la position d'Arbeloa sur le banc plus qu'incertaine. L'hypothèse Klopp, ça aussi on en parlait hier, hein. Dès sa nomination, l'Espagnol de 43 ans n'a jamais fait l'unanimité chez ses joueurs qui l'ont toujours considéré comme un second couteau, taillé pour la Castilla, euh, mais pas pour l'équipe première. Leur conviction s'est renforcée au fil des semaines, estimant qu'Arbeloa n'était ni à la hauteur tactiquement ni sur le plan managérial, mais les décideurs merengues n'ont aujourd'hui pas de solution de repli satisfaisante à leurs yeux. Évoqué comme le seul possible recours d'urgence, Santiago Solari, actuellement directeur du football au Real, présente plus ou moins le même profil. Et si Arbeloa devait être remplacé, les dirigeants préféreraient un entraîneur très réputé pour finir la saison. Jürgen Klopp, qui pourrait quitter son poste chez Red Bull, peut-il être cette solution? L'Allemand a toujours plu au président Florentino Pérez et était dans ses shortlists lors de ses changements d'entraîneur. Mais bien que Klopp suscite toujours l'intérêt des dirigeants merengues, ceci ne serait plus certain que son profil d'entraîneur exigeant aux idées tactiques et principes fermes collerait avec les joueurs actuels du Real. Il craindrait aussi que sa personnalité peu malléable puisse générer des conflits. On le rappelle, hein, le Real, les saisons précédentes, c'était un peu les joueurs, les rois, avec Carlo Ancelotti. Xabi Alonso a essayé de resserrer la vis. Il a été évincé par son groupe, hein, par les joueurs du Real Madrid, hein, qui ont envie de faire un peu ce qu'ils veulent. Et Alvaro Arbeloa, là on le voit, hein, considéré comme un second couteau alors que c'est leur coach. C'est un joueur qui a été quand même référencé avec l'Espagne, avec le Real Madrid, qui avait fait des très bons résultats avec la Castilla. Et donc là, ça ferait peur au Real de faire venir Klopp qui a des idées, qui a gagné, qui est un entraîneur qui a au moins toujours fait très bien jouer ses équipes. Et donc, à mon avis, dans le vestiaire du Real, ça pourrait pas forcément coller. Et donc, c'est ce qui est dit dans l'article. Merci une nouvelle fois Lisa Marie pour cette rose, pour ce live, hein. Merci énormément pour les likes, les roses. Merci beaucoup, toujours présente sur les lives et sur les rediffusions.
Les négociations pour la prolongation de Vinicius à prendre en compte. Avant d'envisager l'éventuelle nomination d'un nouvel entraîneur, ils aimeraient d'abord boucler la prolongation de Vinicius, une priorité pour Pérez. Le Brésilien de 25 ans se contrat jusqu'en 2027, qui avait arrêté les négociations quand Alonso était en place, les a reprises et l'annonce de l'arrivée d'un technicien qui ne serait pas à son goût pourrait à nouveau retarder un possible accord. À moins d'un titre en Liga, le Real est deuxième à 4 points du Barça ou en Ligue des Champions en fin d'exercice. Le bail d'Arbeloa sur le banc madrilène ne devrait pas s'étendre au-delà de cette saison. Même si au Real, dirigeants, employés et supporters s'accordent tous sur une chose, plus qu'Arbeloa, ce sont les joueurs les premiers responsables de cette situation. C'est ce qu'on disait. Et que Vinicius est le choix de l'entraîneur, je trouve ça cata. Cata, honnêtement, que ce soit Vinicius, Mbappé, hein, peu importe, on s'en tartine. On sait que ça a toujours existé, par contre, le coup des stars choisissent les entraîneurs dans les gros clubs. Honnêtement, Vinicius, vu le comportement qu'il a sur le terrain, hein, on parle pas de ces histoires de racisme avec Prestiani, c'est totalement autre chose, mais vu le comportement le comportement qu'il a sur le terrain, il s'est encore embrouillé après ce match contre Retafe, enfin il est toujours là à parler, blablater. Il n'a pas forcément les prestations souhaitées, hein, bon, il a fait une bonne saison, il aurait pu être Ballon d'Or il y a 2 ans quand le Real a remporté la Ligue des Champions. La saison précédente, cette saison, c'est un peu mieux, mais c'est pas fou. Enfin, c'est pas, c'est pas un joueur, c'est pas le joueur qui me fait le plus rêver en ce moment. Donc voilà, baser le choix du nouveau coach sur Vinicius, que c'est à Florentino Pérez d'en juger évidemment. Pour continuer sur le Real, hein, on rappelle, on a appris hier que Rodrigo était blessé jusqu'à la fin de saison, victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit. Donc il est forfait pour la Coupe du Monde. Et ça laisserait la place à Hendrick pour avoir une carte à jouer avec le Brésil. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Rodrigo, le Brésilien du Real Madrid, est out pour au moins 7 mois, grand minimum. Son absence au mondial pourrait profiter à Hendrick, l'attaquant de l'OL. Un article d'Hugo Guillemet. Hugo Guillemet, hein, le suiveur officiel, hein, de l'Olympique lyonnais, hein, avec l'équipe. Qu'est-ce que nous dit cet article? Dans son objectif intime de rapporter une 6e étoile au Brésil cet été aux États-Unis, Carlo Ancelotti doit faire face à un premier gros coup dur. Le sélectionneur italien a en effet perdu Rodrigo pour la Coupe du Monde. L'attaquant polyvalent du Real Madrid souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, ainsi que d'une rupture du ménisque externe, comme l'a indiqué son club dans un communiqué ce mardi. Même s'il n'était pas forcément perçu comme un titulaire au mondial, surtout si Neymar réussit sa mission de revenir en forme et de retrouver la Seleção pour la compétition. Rodrigo était considéré comme un cadre offensif par Ancelotti, qu'il avait déjà eu sous ses ordres au Real. Le joueur de 25 ans couvre 3 postes car il peut évoluer sur les 2 ailes, mais aussi dans l'axe, de préférence en soutien de l'avant-centre, une position qu'il a également déjà occupée. Hendrick devrait appeler lors du prochain rassemblement. Sans lui, Vinicius Junior n'a plus de doublure à gauche, si ce n'est le gunner Gabriel Martinelli. Cette absence longue durée de Rodrigo pourrait ainsi être profitable à Hendrick qui joue beaucoup et se montre décisif depuis qu'il a été prêté à l'OL par le Real. Même s'il n'évolue pas dans le même registre que son ancien partenaire à Madrid, le Lyonnais voit le réservoir offensif brésilien se réduire pendant qu'il retrouve la forme semaine après semaine. Il sera d'ailleurs très probablement appelé et testé par Ancelotti lors du prochain rassemblement de ce printemps pour affronter la France le 26 mars et la Croatie le 1er avril aux États-Unis. Sa concurrence s'appelle plutôt Richarlison, Joao Pedro, Mateus Cunha, Gabriel Jesus, Igor Jesus ou Igor Thiago des numéros 9, même si son statut de star au pays et son passé très prolifique à Palmeiras lui donnent une longueur d'avance s'il arrive en pleine bourre et en pleine confiance au mondial. D'autant qu'Hendrick peut aussi jouer à droite sur les postes de Rafinha et Estevao, là où le malheureux Rodrigo pouvait également dépanner avant de se blesser pour les 7 prochains mois. Donc voilà, hein, c'est rappelé dans l'article, hein, la concurrence. Bon, Richarlison, honnêtement, je pense que Hendrick est plus intéressant qu'un Richarlison en ce moment. Joao Pedro, par contre, ça va être très dur de l'enlever de la liste. Mateus Cunha aussi, c'est très bon à Manchester United, même s'il n'a pas forcément le statut qu'il a à Manchester, il l'a pas forcément au Brésil. Gabriel Jesus, à voir s'il est blessé, pas blessé, s'il peut tenir sa place. Mais bon, moi, ça m'intéresserait peut-être de voir un peu plus de voir Hendrick.
Igor Jesus, alors là, pour le coup, j'ai moins vu cette saison. Et Igor Thiago, c'est l'attaquant de Nottingham, de Brentford, pardon, pas Nottingham, qui a 18 buts, il me semble, en première ligue. Donc c'est plutôt pas mal. Et comme ils l'ont dit, il peut jouer sur un côté. Hendrick, là aussi, sur le côté Rafinha, à mon avis, ça va être compliqué de lui sauter sa place. Et Estevao, à voir s'il sera en forme. Mais en tout cas, s'il est sélectionné lors des matchs du Brésil, hein, qui ont été annoncés contre la France et la Croatie et qui fait des bonnes prestations, pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, hein, c'est le but d'Hendrick hein, quand il est arrivé à l'Olympique lyonnais, hein, c'était de jouer, de faire de bonnes prestations pour jouer à tout prix cette Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Voilà, donc ça sera à suivre. Il y avait aussi un article sur Ilia Zabarni dont je voulais vous faire part. Donc Ilia Zabarni, recrue la saison dernière, hein, enfin l'été dernier, pardon, de Bournemouth vers le Paris Saint-Germain, qui n'a pas forcément donné satisfaction avec tous les matchs qu'il a joués avec les Parisiens. C'est un jeune défenseur de 22 ans, il a une tête de vieux, mais il a que seulement 22 ans, ce défenseur central, et, euh, et il n'a pas forcément eu euh, le rapport attendu par le Paris Saint-Germain et Luis Enrique. Mais on nous dit que petit à petit, il est de plus en plus. Il s'est habitué au club du Paris Saint-Germain, au style de jeu parisien. Donc on va voir ce que nous dit Hugo Delhomme et Loïc Tanzi pour cet article. Plus fort au duel, mieux placé à l'aise dans son quotidien, Ilias Zabarni a-t-il enfin lancé son aventure au Paris Saint-Germain. En difficulté sur la phase allée, Ilias Zabarni a acheté 65 millions l'été dernier, vient de livrer 3 matchs aboutis, de quoi vraiment lancer son aventure au Paris Saint-Germain. 3 bons matchs et on oublie tout. Non pas encore recruté l'été dernier, Ilia Zabarni devait incarner aux yeux des décideurs une alternative sérieuse en tant qu'axial à Marquinhos. En difficulté dans la profondeur, peu sûr dans ses placements, en retrait dans ses relances, l'ex-défenseur de Bournemouth a diffusé depuis son arrivée une impression inquiétante. Alors là, le plus gros, hein, vraiment, dans la profondeur, il se fait tout le temps prendre dans le dos. Peu sûr dans ses placements aussi, et en retrait dans ses relances, là, ça s'est un peu moins vu, même s'il a des relances catastrophiques aussi. Mais là, les deux premiers, hein, la profondeur et le placement, c'est compliqué hein, pour un joueur qui est censé être de très très haut niveau. Luis Enrique l'a toujours défendu publiquement. Les arguments autour d'une période d'adaptation nécessaire à une animation défensive exigeante étaient recevables jusqu'à un certain point. S'il est noyé lui aussi à Rennes, l'international ukrainien reste donc sur 3 matchs. Auxerre, Metz, Le Havre consistant. Contre des équipes, voilà, on manque de respect à personne, hein, mais c'est pas là où il est attendu, quoi. Auxerre, Metz, Le Havre. Il y a 2 équipes relégables, là, hein. Et Le Havre, ça ne reste pas l'attaque de feu que l'on connaît. Enfin, ça reste pas une attaque de feu, tout simplement, hein. Il faut attendre un adversaire d'un autre calibre pour mesurer ses progrès dans cette séquence. De fin février, peut-elle lancer son aventure parisienne? Mieux placé, plus dominant dans le duel, une impression de progression. L'échantillon reste faible, mais l'impression laissée sur ces 3 matchs est bien meilleure, ce qui a frappé notamment au Havre, c'est sa faculté à être dominant dans le duel. Dans les airs, qui en dépit de son gabarit 1,89 m, n'est pas son point fort comme au sol. Physiquement, après avoir beaucoup enchaîné en club et en sélection à l'automne, il donne l'impression de retrouver ses sensations. Donc là, l'article est basé vraiment sur les 3 matchs du Paris Saint-Germain que l'on a vu. Peut-être un peu tôt de la part de nos amis Loïc Tanzier et Hugo Delhomme. Pas sûr. L'Ukrainien, certes peu sollicité face à des adversaires de ce calibre, s'est appuyé sur un placement intelligent. Si décevant dans l'utilisation du ballon jusqu'à présent, l'ancien de Bournemouth monte en puissance. Dans son jeu long, dans ses renversements de jeu comme dans ses montées balles au pied, à la différence de certains de ses coéquipiers. Pacho, par exemple, il n'hésite pas à prendre des risques dans sa première relance. Le vrai doute, et le match contre Rennes l'a une nouvelle fois montré, réside dans sa capacité à gérer efficacement la profondeur. À mon avis, l'article, il est aussi par rapport à la forme en ce moment de Marquinhos. Marquinhos qui n'a pas fait des très grands matchs récemment, on parle souvent de lui comme le capitaine parisien sur un possible départ, hein. Le joueur le plus capé du Paris Saint-Germain, il me semble, Marquinhos. Et il serait sur le départ. Donc c'est pour ça qu'on veut peut-être mettre
Ilia Zabarny en avant. Un quotidien léger à Neuilly-sur-Seine. À 3 mois du terme de la saison, Zabarny a déjà disputé 27 rencontres avec le PSG. Un temps de jeu que l'Ukrainien et son entourage ne jugent pas décevant pour une première saison. Malgré la lenteur des négociations l'été dernier, le défenseur avait écarté toutes les autres propositions pour rejoindre le Paris Saint-Germain avec la volonté de s'y imposer progressivement. Il savait qu'il intégrait une équipe championne d'Europe solidement structurée et qu'un temps d'apprentissage serait nécessaire. En interne, Zabarnier est décrit comme un joueur capable d'analyser sa situation avec lucidité, ainsi que comme un homme discret, calme. Les critiques font toujours partie du foot, confie-t-il au micro de Ligue 1+. Je suis toujours resté concentré sur mes matchs, sur ce que je savais faire. Je veux continuer. Dès que le coach me donne du temps de jeu, je dois répondre présent. Ce qui n'est pas forcément fait. Dans la vie quotidienne, Zabarny, qui prend des cours de français, promène sa légèreté à Neuilly-sur-Seine, où il est devenu un personnage connu des habitants. En compagnie de son chien et aux côtés de son épouse, qui, depuis ses années étudiantes, a une bonne maîtrise du français, le couple féru de mode s'épanouit dans la capitale. Voilà, donc bon, on s'en tamponne hein, de sa vie à Paris. Hein. Mais si ça peut y jouer, c'est pas le plus intéressant. Marc Lignos, pas en danger pour l'instant. Donc voilà le sujet de cet article, hein, surtout. Zabarny n'a pas chassé tous les doutes. Ses meilleures sensations peuvent-elles lui permettre de sortir Marquinhos de l'équation lors des grands matchs de C1? Peu probable, le Brésilien qui reste sur une sortie inquiétante malgré son but contre Monaco lors du playoff retour, demeure un capitaine écouté. Le destituer aurait des conséquences lourdes en termes d'équilibre de vestiaire. Il n'y a pas aujourd'hui un écart qualitatif conséquent entre les deux défenseurs, et à part Barcelone où son match est très cohérent, Zabarny n'a pas encore affiché suffisamment de garantie pour les matchs de très haut niveau. Mais l'Ukrainien, si peu utilisé début février, aura droit à une deuxième saison d'affirmation pour apparaître comme le vrai successeur de Marquis. Il va devoir hisser le curseur. Clairement, je pense pas qu'on verra Zabarny titulaire, hormis blessure. Je pense pas qu'on le verra titulaire aux côtés de Pacho lors du huitième de finale contre Newcastle la semaine prochaine. Après, ça reste à suivre évidemment. On n'est pas à l'abri des choix de Luis Enrique. Petite gorgée d'eau et on revient tout de suite pour cette fin de live. Il nous reste une vingtaine de minutes. Donc c'est des articles un peu plus légers sur des bars de sport féminin qui arrivent dans les pays anglo-saxons et en France. Et Ruud Gullit hein, qui est écœuré par le football moderne. Ça peut être un débat plutôt intéressant. Et enfin une petite info mercato pour cet été avec Victor Osimhen. Je reviens de suite. Alors, on va aller sur l'article de Ruud Gullit. J'ai décidé d'arrêter de regarder des matchs. Ruud Gullit écœuré par le football moderne. Un article de Jules Poupin. Invité sur la chaîne de télévision néerlandaise Ziggo Sport, Ruud Gullit s'est montré particulièrement pessimiste quant à l'évolution du football. Il regrette notamment le manque de créativité et les excès tactiques de certaines équipes. Dites-moi, hein, donnez-moi votre avis sur tout ce que je vais lire là sur cet article. Est-ce que vous pensez du football moderne en général, mais est-ce que le football est moins plaisant à regarder en ce moment? Euh, on se pose la question, hein, c'est pas le seul à en parler, Ruud Gullit, de ça. Euh, donc possiblement, il n'y a pas forcément de baisse au niveau des audiences, hein, que ce soit dans le football en général, mais il y a ce petit débat petit à petit qui monte autour du football. Après, il se passe pas mal de choses, hein. C'est surtout, en fait, à cause de l'argent, du foot business, dont on parle aussi, qui dégoûte un peu pas mal de vieux romantiques du football. Et je sais pas, par exemple, il y a eu le débat récemment sur les fameux cartons, les postes fraîcheurs de la Coupe du Monde. Donc voilà, ça dénature un peu le football que l'on a connu, moi plus jeune, hein, alors que j'ai que 28 ans, mais j'imagine même pas pour les anciens qui ont connu le football des années 80, 90, 2000, 2010 même. Donc voilà, le football est devenu absolument
horrible, tandis que les entraîneurs de première ligue s'adressent d'épiques, à peine déguisés autour des stratégies misant en outrance sur les phases arrêtées. Ruud Gullit, lui, sort la carte de la franchise. Loin de se montrer élogieuse, l'ancienne gloire néerlandaise de l'AC Milan dresse même un bilan alarmant de l'évolution tactique du football. J'ai décidé d'arrêter de regarder le football, je n'y prends simplement plus aucun plaisir. J'ai regardé Arsenal contre Chelsea. Quel match lamentable a déploré l'ex-milieu offensif des Pays-Bas et des Blues sur la chaîne télévisée Ziggo Sport lundi soir. Prenant le parti de son compatriote Arne Slot, le lauréat du Ballon d'Or 1987 a exprimé son regret de voir la créativité disparaître au profit de la rigidité tactique. Je vois des joueurs qui cherchent à obtenir des corners, des touches, je vois des ramasseurs de balles, euh, sans filtre officiel. Salut frérot. Eh ben salut à toi, bienvenue sur le live, sur ce live Twitch. Bienvenue. Je sais pas si tu connais le principe, mais en tout cas, j'espère que tu vas bien. Tous les jours. Je te rappelle le principe rapidement, c'est la première fois que je te vois. Qu'on se voit, qu'on discute. Tous les matins, on fait une revue de presse, un petit live sur l'actu football. On revient sur les matchs de la veille, on parle des matchs du soir et on fait une petite revue de presse. On lit des articles. Donc là, tu peux voir l'article de l'équipe concernant Ruud Gullit et son amour du football. Et j'invite tout le monde à venir discuter tous ensemble sur le chat, que ça soit sur Twitch, sur TikTok. Donc, bienvenue en tout cas. Et merci d'être présent. N'hésite pas à me suivre pour si tu souhaites être au courant des prochains lives, que ça soit sur Twitch ou sinon tu peux voir les rediffusions sur Facebook, j'allais dire, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast, euh, Apple Music, Spotify, Deezer ou Amazon Music. Voilà, donc bienvenue. Et aussi, si tu souhaites lancer des sujets d'actualité concernant le football, si tu souhaites qu'on discute d'un sujet en particulier, n'hésite pas à te manifester sur le chat. Voilà. On retourne sur notre article avec Ruud Gullit. Prenant le parti de son compatriote Arne Slot, le lauréat du Ballon d'Or 1987 a exprimé son regret de voir la créativité disparaître au profit de la rigidité tactique. Magnifique projet, on propose tous les deux le même contenu, plein de force à toi. Eh ben écoute, je n'hésiterai pas à aller voir ce que tu fais. Je sais pas si tu as une chaîne YouTube ou si tu fais seulement des lives sur Twitch. Mais en tout cas, merci pour la force. Merci énormément. On- et en plus, pour l'abonnement, enfin pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. J'irai checker ta chaîne Twitch ou si tu as une chaîne YouTube, n'hésite pas à la mettre dans le chat, j'irai voir. Je vois des joueurs qui cherchent à obtenir des corners, des touches, je vois des ramasseurs de balles prêts à donner des serviettes aux joueurs. Le football est devenu absolument horrible. J'espère que ce n'est pas la voie que nous empruntons. Tout le monde exécute des tâches sur le terrain, on dirait que tout est contrôlé par un ordinateur. J'attends le retour des joueurs qui osent défier les défenseurs comme Lamine Yamal. La joie et le plaisir de jouer me manquent. Où sont les dribbles, où sont les joueurs qui ont des couilles? Pourquoi tout le monde fait des passes et encore des passes? C'est agacé le mythique numéro 10 de la sélection orange. Ironique pour un meneur de jeu. Euh, il n'a pas forcément tort. Il n'a pas forcément tort, Ruud Gullit, par rapport au football moderne. C'est très très tactique en ce moment au niveau des équipes européennes. Sur les coups de pied arrêtés, il a pas tort, hein, même pour les touches. Ça perd un peu de magie et c'est pour ça que maintenant le moindre joueur qui dribble un peu, qui fait un peu je sais pas, un petit pont, un coup du foulard, on s'enflamme tout de suite comme si c'était un joueur de classe mondiale parce qu'on en voit de moins en moins. Et c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de ces joueurs frissons. Mais dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce débat. Est-ce que le football moderne est devenu totalement chiant? Voilà. En tout cas, c'est un débat qui vaut le coup d'être ouvert. Euh, Info Mercato. Le Bayern Munich s'intéresse à Victor Osimhen en cas de départ d'Harry Kane. Un article de Dean Jones sur Flashcore. Les rumeurs autour de Victor Osimhen, qui serait une cible estivale du Bayern Munich, se sont intensifiées ces derniers jours. Mais la véracité de cette information reste à confirmer. C'est vrai parce que j'ai pas forcément entendu le départ d'un Harry Kane, sachant que vu la saison qu'il fait, le, le buteur anglais, je suis pas sûr que ça soit dans les petits papiers des dirigeants munichois. L'attaquant de 27 ans de Galatasaray affiche une belle forme avec 10 buts inscrits en Super League
Et cet autre en Ligue des Champions, ses performances ont relancé les spéculations sur un possible retour dans un grand club européen cet été. On le rappelle, Victor Osimhen était, était comment dire, courtisé par pas mal d'écuries européennes, que ça soit la Juventus de Turin, Chelsea, même l'Arabie Saoudite hein, avec Al Ahly et Galatasaray. Au final, il avait décidé de signer à Galatasaray dans le club où il était prêté déjà la saison dernière par Naples. De nouveaux rapports indiquent que l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, apprécie particulièrement Osimhen et que le club envisage en interne de tourner la page avec Harry Kane afin de changer de profil en attaque. Culotté quand même pour un mec qui est déjà à 30 buts cette saison, 30-40 buts voire. Euh, Cependant, des sources bien informées restent sceptiques quant à une volonté réelle du Bayern de se séparer de Kane. De nombreux acteurs du football estiment que les rumeurs sur un départ du capitaine anglais ne sont pas fondées à ce stade. Cela ne veut pas dire qu'Osimhen ne susciterait pas l'intérêt du Bayern si la situation évoluait. Mais pour l'instant, la priorité reste de prolonger le séjour de Kane à Munich. Des discussions auraient déjà débuté. Bon, après, ça serait peut-être au niveau des conditions salariales que, que, que le Bayern souhaiterait se séparer de Kane. Mais alors sinon, je vois pas forcément l'utilité. Au plaisir d'échanger avec toi. Ben, au plaisir, hein, bien. N'hésite pas à revenir tous les matins. En général, en semaine, on est plutôt en live de 10h à midi. On essaye de le faire le week-end quand on a le temps. Mais sinon, du lundi au vendredi, en général, on est présent tous les matins, 10h midi. Si tu souhaites revenir pour ces lives. Osimhen a rejoint Galatasaray pour 75 millions d'euros et est sous contrat jusqu'en 2029. Le club turc ne montre aucun signe d'ouverture à une vente et tout transfert nécessiterait un investissement financier conséquent. L'attaquant demeure l'un des joueurs les mieux rémunérés à son poste. Il est également associé au PSG, tandis que l'intérêt de l'Arabie Saoudite est évoqué dans les discussions de transfert. Bien qu'il semble apprécier son expérience à Istanbul depuis son arrivée en provenance de Naples, rejoindre un club du standing du Bayern à 27 ans serait naturellement séduisant. De son côté, Kane continue d'attiser les convoitises, des rapports font état d'un intérêt de Barcelone ainsi que de possibilités en Angleterre et en Arabie Saoudite s'il envisage un départ. Son entourage affirme que l'ambition plus que l'aspect financier guidera sa décision finale. Pour l'heure, la situation dépend des négociations autour du contrat de Kane. Ce n'est qu'en cas de changement que la piste Osimhen pourrait devenir une option concrète pour le Bayern et non une simple hypothèse. On va se mettre quand même les stats d'Harry Kane cette saison, histoire de, de, de comprendre possiblement, mais là, Harry Kane. Donc Harry Kane, hein. Joueur anglais. Sur Transfermarkt, il est estimé à 65 millions d'euros à 32 ans. Joueur d'1m88, avant-centre. En sélection, il a 112 sélections pour 78 buts. C'est énorme. Bon, il n'a pas forcément de trophée avec l'Angleterre pour le coup. Il a une finale de Ligue d'Euro, pardon, je dis n'importe quoi. Une finale de Ligue des Champions aussi avec Tottenham. Au niveau des trophées, il a un Golden Boot. Il a. Alors, c'est quoi? Il est 10 fois meilleur buteur en Europe, je crois, c'est. Ou même dans le monde. Hein. Donc, il a quand même son premier trophée avec le Bayern, avec la coupe. Enfin, le championnat d'Allemagne, la saison dernière. Il a une super coupe d'Allemagne et ça, c'est. Je sais même pas ce que c'est ce trophée. Angleterre U17, d'accord. Bon. Mais bon, on va aller sur les stats de Harry Kane quand même cette saison-là. Pourquoi vouloir vendre Harry Kane alors il est dans la forme de sa vie? Alors, cette saison, Harry Kane, c'est un total de 37 matchs pour 45 buts. 45 buts, 5 passes décisives. Donc le mec, il est impliqué sur 50 buts en 37 matchs. Et les dirigeants du Bayern souhaiteraient s'en séparer. Quel culot. Quel culot. Voilà, et on le rappelle, hein, stat avec l'Angleterre. 112 matchs, 78 buts. Ah là là. Que le football est cruel. Sachant que l'année dernière, donc 24-25, il a 41 buts, 14 passes décisives.
Ouais, pas mal. En 51 matchs. Bon. Bon, je sais pas d'où sort cet article, hein, il me paraît assez fou quand même, assez loufoque, hein. Combien de temps il nous reste? Il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'on n'irait pas sur un petit jeu, les amis? Pour finir, un petit jeu comme hier. Alors, on va pas refaire notre. On va pas refaire notre jeu du mot là, qui était pas forcément le plus fun. Mais bon, le quiz sport. On se ferait pas une grille foot? C'était pas mal la grille foot, hein. N'hésitez pas à m'aider dans le chat. Comme ça, ça sera peut-être un peu plus fun, hein, que ça soit sur Twitch ou TikTok pour cette grille foot. Alors, un Brésilien qui a joué à l'OGC Nice. Donc on va aller sur Dante, ça va être trop facile. Mais j'irai sur Carlos Eduardo. Et d'où? Alors, où il est Carlos Eduardo? C'est lui, non? Carlos Eduardo. Pas mal. Un Français qui a joué à l'OGC Nice. David Elbuik. Et un Hollandais, par contre, qui a joué à Nice. Alors, Alors, il y a Wesley Schneider, mais est-ce que c'est un peu trop facile de mettre Wesley Schneider? Un Hollandais qui a joué à Nice. Qui on pourrait avoir sur les joueurs un peu sombres? Non, j'ai aucune idée. On va mettre Schneider. Je suis en train de réfléchir, mais ouais, 100 points. Mais c'est peut-être le seul, hein, du coup, s'il y a 100 points. Un Brésilien qui a joué à Manchester City, les amis, facile. On va mettre Fernando. Il y a Fernandinho, évidemment. Il y a. Alors, où est-ce qu'il est, Fernando? Ah, par contre, s'il y est pas, c'est chiant, ça. Je sais pas comment il s'appelle, moi, le. Son. Marsal, pas du tout. Calero. Je sais pas lequel c'est. Bon, on va être Fernandinho, comme ça va aller plus vite. Fernandinho, après, je crois que Non, Mateus Nunes, il est portugais. Quel Brésilien a joué à. Ah, il y avait Savigno. J'aurais pu mettre Savigno. Euh, Mais bon, c'est pas très grave. Après, il n'y en a pas tant que ça au final. Un Français qui a joué à Manchester City. Alors là, on peut aller chercher un peu plus loin que, que vraiment les récents. Et est-ce qu'on n'irait pas? Alors, comment il s'appelait ce défenseur français qui a joué à Manchester City? Sylvestre était à Manchester United. Je crois pas qu'il ait fait un passage à City. Mais vainqueur, je crois. Non, c'est pas, non, c'est pas vainqueur. Cherki, ça serait trop facile là. On va pas avoir beaucoup de points. Emeric Laporte. Et Hakim Mangala. On va aller sur lui. Peut-être que lui, il va remporter un peu plus. Ah, Mangala. Eliakim, pardon, je me suis trompé sur le prénom. Et par contre, Hollandais qui a joué à Manchester City. Alors, à part Reinders, là, pour l'instant, j'ai personne qui me vient en tête. Je ne sais pas. Reinders. Reinders. Rei. Tijani Reinders. Schmeichel, il est danois. T'as un Hollandais qui a joué à. Dites-moi, hein, dans le chat, hein, et n'hésitez pas à m'aider parce que je suis un peu en galère moi aussi, hein. Un Brésilien qui a joué à la Roma. Est-ce qu'on va sur Cafu tout simplement? On va aller sur Cafu, hein, Marcos Cafu. Trop facile, trop facile. Un Français qui a joué à la Roma.
Français qui a joué à la Roma. Clément Grenier. Hop là. Grenier. Grenier ou Gonalon? Peut-être Gonalon. Gonalon, il va peut-être. Gonalon. Après, il y en a bien d'autres qui sont passés à la Roma. 100 points, Gonalon, parfait. Et un Hollandais, par contre, qui a joué à la Roma. Alors là, j'ai besoin de... Non, il y a Malen. Malen, il est hollandais, non? Daniel Malen. 80 points. 650 points. On va regarder le classement. Ouais, des mecs, c'est des machines, hein, mais... on est 445e. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. On essaiera de le faire un peu tous les jours, ce jeu de la grille foot, hein. Il y a des scores de ouf, hein, je vois. Je sais pas trop comment ils font. Je suis 9 millième sur le classement. Bref, il est midi 2, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Encore un super jeu. Euh, on pourra essayer d'en chercher d'autres, hein, sur d'autres sites, peut-être des jeux foot. Comme ça sera un peu plus fun pour avoir un peu d'interaction tous ensemble. En tout cas, merci une nouvelle fois à tous ceux qui étaient sur le live TikTok. Sur le live TikTok, on était 6600. Je vois que ça monte encore, donc merci beaucoup. Merci encore une fois pour les cadeaux. Merci à Lisa Marie d'avoir été présent, qui a participé à ce live aujourd'hui. On n'a pas eu trop d'interactions sur le chat aujourd'hui. Je sais même pas si on en a eu vraiment. Pas du tout. Mais en tout cas, merci d'être passé, d'avoir fait un tour sur ce live. Merci à Sans Filtre Officiel sur le live Twitch. En espérant te revoir bientôt. Je vais aller checker tout ce que tu fais sur Twitch ou les autres médias. On se retrouve évidemment demain pour discuter de l'actualité football. La Coupe de France, la Coupe du Roi, la Coupe d'Italie, la Première Ligue. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir le petit résumé de la conférence de presse de Claude Puel et de Charles Van Hout, hein. On était présents hier au centre d'entraînement de l'OGC Nice. C'est disponible sur tous les réseaux sociaux, sur les shorts YouTube, sur un peu tout. Donc n'hésitez pas à aller voir, à liker, partager, republier, mettre en story, mettre un commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, sur la chaîne YouTube. Si vous préférez m'écouter, les plateformes de podcast, hein, vous avez toutes les rediffusions des émissions, et les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat et X. J'oublie quelque chose peut-être, je pense pas. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Il est midi, donc passez un bon appétit, une bonne fin de journée. Force à ceux qui sont au travail et nous, on se retrouve demain. Ciao les amis, 10h midi demain, hein. Ne vous inquiétez pas. Ciao ciao.